Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 16 avril 2024 et c'est l'épisode 362. Certains y ont cru, d'autres moins. Les pins intelligents tels que Human AI qui promettaient, on en avait parlé d'ailleurs dans des épisodes de Tech Café, qui promettaient de remplacer votre smartphone ne convainc désormais plus grand monde, je crois. Pourtant, ça pourrait n'être que le début de l'ère de ces bidules à portée gorgées d'intelligence artificielle, mais pas si utile que ça. Et d'ailleurs, les modèles de langage évoluent avec leur propre temporalité. Un progrès chaque semaine, si ce n'est chaque jour. On fait le point notamment sur la dernière version de GPT-4 Turbo, on dirait un peu le nom d'un Street Fighter. On va vous parler aussi des dernières annonces faites par Google durant Google Cloud Next avec une nouvelle version de Google Gemini, des nouvelles fonctionnalités disponibles pour plus de monde dans Google Photos, très concret dans les usages pour la manipulation de vos photos, et même un tout nouvel outil à la croisée de l'édition de vidéos et la création de présentations. Et puis Google terminera. On terminera avec Google en faisant la part belle au contenu généré par intelligence artificielle avec des expérimentations notamment dans le domaine de la musique qui ont bien occupé Guillaume Poggiaspala ces derniers jours, je peux vous le garantir. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve donc le responsable du conducteur de cet épisode qui va bientôt pouvoir investir vos playlists de services de streaming musical avec des compositions tout azimut. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Écoute, c'est pas mal, je vis pas trop mal ma reconversion en producteur de musique. Prod, finalement, c'est peut-être ma voix. Avec un éclectisme qui ne sera pas à démontrer parce que tu m'as envoyé par message de tout, de tous les styles musicaux, jusqu'à du Florent Pagny, on peut le dire. Donc on va vous dire tout ça, on va parler de tout ça tout à l'heure. En attendant, on déroule le tapis rouge. Vous allez le voir, c'est un tapis rouge un peu exceptionnel pour Cost, Blériot et Tastaco parce que vraiment, j'ai une grande nouvelle à vous partager. Ces soutiens sont les derniers soutiens de Tech Café parce que je vous annonce un grand changement. Patreon, c'est terminé. Non, bon, je rigole. Non, c'est pas beau ce que j'ai fait, je vous ai fait peur, navré. Mais vous avez peut-être imaginé durant un quart de seconde là, que les choses allaient s'arrêter. Bon, non, évidemment, c'est pas le cas. Non seulement Patreon reste là, mais surtout le podcast ne s'arrêtera pas. Mais évidemment, compte tenu du temps que ça représente, on est évidemment très, très preneur de vos soutiens et de vos accompagnements. Et vous en êtes peut-être convaincus depuis longtemps, vous qui écoutez Tech Café depuis peut-être même des années. Il s'agit d'un format unique qui vous sert vraiment à vous informer dans des moments de disponibilité de votre cerveau, tout en passant, j'espère, un bon moment durant, par exemple, vos trajets en voiture, dans les transports, ou pendant que vous faites le ménage. Alors contribuez vous aussi à rendre le podcast le plus durable possible en vous abonnant sur patreon.com/techcafé et que vous n'ayez jamais à entendre la fin de Patreon, la fin du podcast, la fin de nos émissions. Et donc participer même dès le premier palier à 1,50€ par épisode hebdomadaire pendant éventuellement même une période limitée ou même en plafonnant vos participations au total. Et puis vous débloquez en plus, vous le savez maintenant, l'accès à un flux personnel privé qui vous permet d'ajouter le podcast dans votre app favorite pour écouter les épisodes sans la pub. C'est sur patreon.com/techcafé. Rendez-vous aussi d'ailleurs pour les personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon pour un nouveau live privé. Alors je voulais en faire avant, j'ai vraiment eu du mal à m'organiser là-dessus, mais j'en annonce un nouveau. Il aura lieu le 2 mai en ligne à 20h et en fait j'ai refait appel à Olivier Simard Casanova qui est derrière les publications de L'Économiste Sceptique et donc en fait il partagera un petit peu la manière dont il s'organise pour diffuser son contenu, notamment à l'appui de l'outil du CMS Ghost, que certains d'entre vous connaissent et puis que beaucoup d'entre vous pourront découvrir. Avis aux amateurs, donc il suffit de soutenir Tech Café pour accéder au lien pour le 2 mai. Vous le savez aussi, vous pouvez valoriser Tech Café dans les apps de podcast, comme par exemple Apple Podcast. Il y a Flobosso qui dit « Ce podcast a changé ma vie ». Je suis ému. Je suis totalement objectif en disant ça. Vous êtes le meilleur podcast. Écoute, Guillaume, je pense qu'on peut dire qu'on verse notre larmichette et qu'on est très ému, en tout cas en lisant ce podcast. On peut être ému aussi en lisant d'ailleurs tous les avis Apple Podcast, mais il y en a un qui est un peu plus dur. Il y a Jérôme 83 qui a mis qu'une étoile et il a dit Alpha Dindon.
Alors j'ai pas compris. J'avoue que je pense qu'il est en colère, qu'il aime pas le podcast. Voilà. Donc ne laissez pas Jérôme 83 être le dernier à avoir laissé un avis sur Apple Podcast avec Alpha Dindon et puis rajouter aussi vos avis à 5 étoiles pour le noyer derrière les commentaires positifs. Vous pouvez aussi commenter sur techcafé.fr et sur le serveur Discord où on discute toujours assez régulièrement de tech, mais pas que. Et d'ailleurs, j'ai réactivé la fonctionnalité qui fait remonter les commentaires de techcafé.fr dans le forum Discord, donc dans la partie réaction. Vous avez toutes les possibilités d'interagir avec nous. Et puis, justement, pendant que je parle d'interaction, on en a quelques-unes. Il y a Aubeuf, par exemple, qui a déposé un petit message sur le serveur Discord dans la partie réaction, et il parlait de Kagi, cette espèce de moteur de recherche avec une approche, Guillaume, révolutionnaire, notamment sur le plan économique. Oui, bah alors c'est vrai que le sujet de la recherche payante a fait un peu réagir cette semaine. Si Steven 40K, 40 000, j'imagine, est un petit peu comme nous, et voilà, pas encore, en tout cas, prêt à payer pour de la recherche sur Internet, même de meilleure qualité. On a aussi eu 2 avis assez longs et argumentés sur Kagi, de Aubuff et TK90. Alors je m'en remets à eux, parce que moi j'ai pas du tout utilisé Kagi, donc voilà, et donc au témoignage que relaie Aubuff sur Kagi. Donc Aubuff a été un des premiers utilisateurs de ce moteur de recherche, et il était très content, à tel point qu'il n'était même pas fermé à l'idée de payer. Et puis petit à petit, il en est revenu, voilà, avec un sentiment qui fait écho à celui d'un gars, enfin de gars ou d'une femme en fait, je sais pas, qui était aussi utilisateur précoce et qui a beaucoup traîné sur le Discord, donc où il ou elle a appris pas mal de trucs et s'est fait une idée assez nette du fondateur de la boîte et de la boîte elle-même. Alors d'après ce qu'on peut lire dans son témoignage, qui reste un témoignage anonyme, donc voilà, donc pas non plus... mais en tout cas, c'est appuyé par des captures d'écran de discussions sous Discord. Donc en fait, ce qu'il dit qui a été dit, voilà, il le prouve en quelque sorte. Donc on peut déjà effectivement se poser la question sur la santé financière de l'entreprise parce qu'elle aurait levé 670 000 $, ce qui est pas si énorme parce que quand même c'est un gros boulot de faire un moteur de recherche et en plus ils font plein de trucs. Et en plus, c'est vraiment ridicule comme montant. On est à l'habitude de parler en millions, nous, dans ta c'est pas ridicule. C'est pas ridicule, mais c'est vrai que selon ce que tu fais, évidemment, bon, ça peut partir vite, quoi. D'autant qu'ils en auraient pété un tiers dans une petite boîte, une petite fabrique de t-shirts en Allemagne, qui en a produit 20 000 pour 20 000 t-shirts gratuits pour les premiers 20 000 utilisateurs payants de Kagi. Et surtout, Kagi n'est pas une grosse boîte, et elle se disperse beaucoup. Donc il y a le moteur de recherche, déjà, mais il y aurait aussi un navigateur Mac, un service mail, et puis il y a des fonctions AI un petit peu à droite, à gauche, quoi. La boîte aurait pourtant que 16 employés, dont la moitié seulement à plein temps. Et ça fait beaucoup pour un budget et une équipe qui sont pas énormes, surtout que l'IA c'est cher, on le sait, et les prix... Alors les prix de Kagi ont augmenté apparemment, même si leur objectif de 20 000 abonnés a été dépassé, comme il y a toujours plus de fonctions IA, et que ça semble être un petit peu le chemin choisi par Kagi, ça risque de pas s'arranger, quoi. Et au-delà des considérations financières, Kagi était parti pour être un moteur de recherche centré sur la vie privée et des résultats de qualité sans fioriture. Et au plus le temps passe, au plus ils foncent vers l'IA et au moins la vie privée semble être une préoccupation. Surtout que Vlad ne semble même pas se sentir concerné par le RGPD, ce qui est un petit peu bizarre, ni par les impôts d'ailleurs. Et bon, l'IA envahit la recherche partout, bon, c'est vrai, mais c'est vrai que si Kagi fait pareil, s'il fait comme tout le monde, il perdra peut-être aussi ce qui le différencie. Et c'est un petit peu en résumé l'opinion de Laurie et donc un petit peu celle de Aubuff, j'ai l'impression, notre auditeur. Alors TK90, lui, témoigne que même si Vlad, le fondateur, paraît arrogant et un peu hors sol, lui, il utilise Kagi, il en est content, et que les 10 balles par mois, pour lui, ça les vaut, et vu la qualité de la concurrence. Donc il l'utilise depuis 6 mois, et il voit pas vraiment d'alternative. Il dit aussi qu'il est normal comme moteur de recherche à expérimenter avec l'IA en 2024. C'est peut-être ne pas le faire qui serait bizarre, et bon, il travaillerait avec Anthropic, d'après lui. Les fonctions actuelles proposées sont pas très convaincantes d'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi, mais bon, ça va sans doute évoluer. Donc en résumé, l'impression que ça donne, surtout c'est que Google a vraiment un souci, parce que c'est quand même le cœur de métier de Google, c'est quand même la recherche. Et on a une discussion qui aurait peut-être été impensable il y a 5 ans, ou peut-être même il y a 2 ans. Ouais. Aujourd'hui, on a des boîtes qui se montent sur le fait que Google est vraiment moins bon, et que les gens sont prêts à payer, limite, pour avoir vraiment mieux. Et ça, c'est le genre de truc qui m'inquiéterait encore plus qu'OpenAI si j'étais Sundar Pichai. Donc voilà, ça reste limité bien sûr. Kagi a, je sais pas, quelques dizaines de milliers d'abonnés, j'ai l'impression, au max. Donc c'est peanuts, mais c'est un signe quand même. Donc c'est peut-être une ouverture aussi pour les outsiders, et Kagi, ou un autre, étant donné que Kagi semble gérer avec les pieds. Donc on verra bien. Ouais, bon, c'est un échantillon peut-être pas représentatif de l'ensemble de la population qu'on a sur le serveur Discord. C'est des avis éclairés de technophiles, mais c'est intéressant d'avoir vos expérimentations et vos retours. Il y a aussi un commentaire qu'on doit citer absolument, Guillaume, c'est celui de Tulcas 1977. Je veux féliciter Guillaume
Évidemment, il te désigne, Guillaume. Je veux féliciter Guillaume pour avoir fait la différence entre les Giant Robots et le Real Robot, dont Gundam est le premier représentant du genre. C'est ça que j'aime chez vous. La précision de l'information, devrait peut-être dire c'est ça que j'aime chez toi. Je ne connais aucun podcast tech qui aurait fait la différence. Encore toutes mes félicitations. Juste en passant, un film d'animation Gundam est prévu cette année. Pour tout comprendre, écoutez peut-être l'épisode précédent de Tech Café. Non, mais Tu voulais compléter? non, écoute, effectivement, non, mais c'est très cool. C'est vrai que, bon, voilà, c'est des références qui sont pas forcément super courantes encore, mais oui, bah, écoute, c'est bien, voilà, je suis content que que ça ait intéressé quelqu'un. Je sais que peut-être c'est des trucs qui sont paraîtront un petit peu obscurs à pas mal d'auditeurs, Mais non. mais c'est cool. Non. À moi, ça m'a paru obscur, mais j'ai trouvé l'univers magnifique. Non, c'est hyper intéressant. Merci en tout cas pour tous ces éléments. Et puis sans autre forme de procès, on enchaîne avec les news. Alors je le disais en intro, Guillaume, on avait été quand même, on peut le dire, hein, on va pas se cacher, critique sur Human AI avec ces espèces de petits badges connectés là qu'on aimante sur sa veste. Bon, il y a un petit peu de recul maintenant. Est-ce que ton avis a changé, Guillaume? C'est surtout que Steven 40K, donc c'est encore un petit peu un retour, hein, qui nous relaie donc les tests dans la presse du Human AI Pin, effectivement, qui sont sortis un petit peu partout, effectivement, qu'on a vu passer, et à la surprise générale, unanimement, les tests disent que c'est de la merde. Non mais enfin, on va être clair, on va appeler un chat un Feliscatus. Non seulement tout ce qu'on avait eu comme objection ou comme doute se sont avérés, hein, se sont avérés, quoi. Mais en plus, j'ai appris de nouveaux trucs qui m'ont quand même fait des barres de rire, parce qu'il y a encore pire. Alors, on va pas revenir sur le pin, sur le fait que le pin sert à que dalle, puisqu'il fait très mal un sous-ensemble de choses que fait déjà votre téléphone, et qu'en plus, il vous demande 700 balles pour le faire, plus 24 $ par mois, donc ça, on a déjà parlé suffisamment. Mais on a mieux. À l'usage, du coup, puisque maintenant on est en usage, ça lag à mort, puisqu'en 4G, on peut attendre jusqu'à 10 secondes pour avoir une réponse à une question, qui parfois est fausse d'ailleurs, hein, puisque c'est une chat GPT après tout. Donc il faut coller le pin à un aimant, effectivement, et cet aimant, tu dois l'épingler. Et donc tu l'épingles où tu peux, mais il faut trouver un endroit quand même. Un endroit où il voit, parce qu'il y a une caméra, le projecteur, donc il faut qu'il voit devant lui. Il faut qu'il soit pas caché par un autre vêtement. Donc en hiver, tu l'épingles où? Tu l'épingles à ton anorak? Tu fais comment? C'est pas complètement évident, et bon, l'autonomie est nulle. C'est-à-dire donc il tient pas du tout une journée, il faut se balader avec une batterie supplémentaire, ça c'est quand même magnifique. Le picoprojecteur intégré fait des images moches comme prévu, mais en plus il est invisible en extérieur. Il est pas assez puissant que dès qu'il fait soleil, tu vois rien. Mais ce qui m'a fait le plus rire, vraiment, c'est que le pins chauffe énormément, à tel point qu'il s'éteint tout seul, régulièrement, et qu'il refuse de démarrer tant qu'il a pas refroidi. Il se protège parce qu'il fait trop chaud, et donc il se met en mode veille, quoi. Enfin... Non mais genre, dissipation thermique, ça te parle pas comme mot. Je sais pas, c'est 700 $ pour un appareil qui surchauffe en permanence, je crois que j'ai jamais vu ça, en fait. Même un smartphone Android de 50 balles, il est mieux conçu que ce truc, hein, c'est absolument effarant. Donc ça a bien fait marrer. Alors Steven trouve quand même que le concept est cool, et bon, il a le droit, hein, évidemment, pas de problème. Le Human Pin, c'est quand même un sommet d'absurdité. Il y en aura d'autres, hein, des trucs comme ça, et bon, probablement beaucoup, beaucoup mieux que ça. De toute façon, il y en aura beaucoup d'autres. Et c'est vrai que les pins, les gadgets IA, on va sans doute en bouffer à l'avenir. Donc on a déjà le Rabbit Air One, qui a au moins le bon goût d'être peu cher et d'avoir pas plus un vrai concept, hein, c'est-à-dire celui de piloter votre téléphone. Concept qu'on trouve transposé sur ordinateur avec le 01 Lite d'Open Interpreter. Et donc OpenAI va lancer le sien, à un moment. Alors, il semblerait que ça soit en bonne voie. Il y a Sam Altman et Jody Ive qui, selon The Information, cherchent à lever $1 milliard pour créer un appareil personnel propulsé par l'intelligence artificielle, donc un truc qui va ressembler qu'à... Alors, on n'a aucune véritable info tangible sur ce à quoi ça peut ressembler, mais évidemment, on imagine que c'est ça. Et bon, ça a l'air sérieux. Il y aura des négociations avec Thrive Capital, Emerson Collective, et donc le premier, c'est un investisseur d'OpenAI, donc ça reste cohérent. Et le second a été fondé par Lauren Powell Jobs, c'est la veuve de Steve Jobs. Donc elle est milliardaire, hein, et il se trouve qu'elle est amie avec Johnny Ive et Altman. Alors je comprends qu'elle connaisse Ive, qui est de longue date chez Apple, qui a été longtemps chez Apple, mais elle connaît aussi bien Altman, comme quoi c'est un petit monde, hein, que celui de la Silicon Valley. Mais si votre truc c'est l'open source, évidemment ça commence aussi à faire des émules en open source. Alors évidemment il y a Open Interpreter, hein, qui est probablement le truc le plus convaincant en ce moment, j'imagine, mais franchement, il y a aussi un autre truc qui a été relayé par Corben qui me fait un peu marrer, parce que c'est Humane. Alors, Humane, qui est référence à Humane, bien sûr, hein. Ça se veut être une sorte de AI pin imprimé en 3D et fabricable par n'importe qui n'importe qui en fait qui s'est branché un module caméra sur un Raspberry Pi 0, parce que c'est que ça le truc, hein, c'est un Raspberry Pi 0, avec une batterie collée au cul et dans une boîte moche, voilà. Et avec un logiciel qui peut faire un petit peu tout ce que vous voulez, évidemment, c'est tout l'intérêt. Bon, et là, je pense qu'il va pas surchauffer, s'éteindre tout seul, en plus, c'est qu'il y a même un avantage.
Et ce qui est marrant, c'est que Mocker, peut-être, hein, je sais pas, Corben donne un exemple magnifique, mettre dedans une IA qui reconnaît les visages en temps réel et trouve des infos sur eux, enfin sur tous les gens qui voient sur Internet comme ça en temps réel. C'est cool, une reconnaissance faciale permanente que tu portes sur ton blouson, quelle super idée. Moi, je serais ravi de croiser un mec avec ça dans le métro, qui scanne tous les gens en permanence, c'est sûr. Bon, enfin, je dis pas que le projet... Corben, dans son article, a quand même le bon goût de dire pas top pour la vie privée. Je sais plus comment il le mentionne exactement. C'est vrai, quoi, tu vois. De toute façon, bon, voilà, le projet, bon, on peut en faire ce qu'on veut, tu vois. Mais bon, c'est vrai que faut rendre un truc con open source, ça le rend pas automatiquement moins con, hein, quand même. Mais bon. Ouais, effectivement. Je m'étonne en fait que les gens puissent encore considérer le fait qu'il puisse y avoir un avenir sur ce genre de dispositif, parce que finalement, vraiment, en fait, même en termes d'usage, je vois pas d'un point de vue collectif. Hein, à titre individuel, on peut se poser la question, mais à titre collectif, comment est-ce qu'on peut envisager la vie dans la rue avec ces trucs-là qui pulluleraient? Vraiment, moi, ça m'interpelle. Mais bon, peut-être qu'on ne voit pas assez loin, Guillaume. Va savoir. Peut-être aussi qu'il y a un problème de fond sur les outils numériques qui vont derrière la partie software. Parce qu'il faut faire progresser quand même ces modèles de langage, Guillaume. Regarde, par exemple, GPT-4, il se met à jour, lui, pour ça. Bah écoute, oui, bon, on va faire la section LLM de la semaine, hein, puisque on doit faire ça maintenant. Et ça a été une grosse semaine pour l'IA. Ok, encore une grosse semaine. Ouais, même moi aussi, j'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines. Mais bon, c'est le printemps, ça pousse et ça bourgeonne un petit peu de tous les côtés. Donc, à tout seigneur, tout honneur, c'est vrai que le doyen GPT-4, hein, le doyen des grands modèles de langage, un petit peu. À tout seigneur, tout honneur. A reçu une grosse mise à jour. Non, mais pas maintenant. Non, attendez. Une grosse mise à jour cette semaine. Et apparemment, c'est une mise à jour qui le rend beaucoup plus mieux, quoi. Voilà, alors il y a une preuve en un graphique avec des lignes qui vont vers le haut, hein, donc c'est mieux. Alors je charrie un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est en substance qu'on a eu. Un graphique qui donne des résultats de tests classiques et qui disent que le modèle est un peu meilleur en maths, un peu meilleur sur GPQA. Alors GPQA, c'est un questionnaire de niveau universitaire, donc voilà, il est meilleur en codage aussi. Le score Humaneval semble pas avoir bougé pourtant, mais bon. Donc voilà, en tous les cas, il a été mis à jour, et il a été presque tout de suite d'ailleurs repropulsé au sommet du classement de LM6. Alors le LM6, c'est ce fameux test crowdsourcé, ce fameux classement crowdsourcé, voilà, où les gens disent à chaque fois qu'ils ont deux réponses, hein, de modèles différents, et puis ils disent celui qu'ils préfèrent, tout simplement. Et bon, bah, avec tous ces duels, on a déduit un classement, et GPT-4, et ça est remonté au sommet, alors qu'il avait été dépassé brièvement par Claude 3. Bon, alors, c'est à nouveau apparemment le LLM préféré d'un petit peu tout le monde. Il est remonté de manière très rapide, et le nombre de votes est encore un petit peu réduit, et surtout l'écart avec Opus, il y a Claude 3 Opus, donc le plus gros des Claudes, il reste statistiquement non significatif quand même, hein, il faut le dire, ça veut dire qu'ils sont globalement à égalité, quoi. Voilà. En tous les cas, bon, c'est peut-être la meilleure nouvelle du lot, GPT-4 est aussi moins bavard, c'est-à-dire qu'il ira plus droit au but, et franchement, il va arrêter comme ça de parler pour ne rien dire. Et c'était pas si simple à bien doser, il a fallu un peu de temps, hein, et ça a l'air d'être quand même plus convaincant, non? Oui, ce qui est compliqué avec les modèles de langage, c'est que tu peux les entraîner à être plus ou moins verbeux, hein, ça y a pas de problème. Par contre, le truc, c'est que s'ils sont moins verbeux, qu'ils répondent plus directement, ils ont aussi plus de chances de se planter. Parce que comme ils parlent, si tu veux, ils réfléchissent en parlant eux, parce qu'ils peuvent que parler. Ouais. Et en fait, si tu les fais parler plus, ils ont des chances parfois de se planter moins. Donc effectivement, il y a un dosage à faire. Mais bon, OpenAI, donc, est bien forcé de mettre à jour un petit peu son gros bébé, puisque la concurrence fait feu de tout bois. Hein. Grok 1.5 de XAI, donc la boîte d'Elon Musk, vient de passer multimodal, et se révèle tout à fait compétitif avec ses petits camarades de jeu, hein. C'est-à-dire Claude et GPT, voilà, globalement, sur les tests. Donc Grok, il serait capable de traduire une photo d'un organigramme en code Python, d'interpréter quoi faire sur un périphérique par une nuit pluvieuse, en voiture, hein, je veux dire, de repérer des dinosaures en peluche avec une boussole. J'invente rien, c'est des exemples réels. Mais là, ça a l'air marrant, mais en fait, c'est assez impressionnant quand même, puisqu'il faut quand même vraiment comprendre ce qui se passe dans la photo, quoi. Donc, Grok évolue, hein. Donc, Grok est passé en version 1.5, évolue, mais c'est vrai que la grosse nouvelle de la semaine, enfin, en tout cas pour moi, c'est la sortie, presque en douce, comme d'habitude, du gros Mistral. 280 gigaoctets de bonheur. Alors, c'est Mistral AI, un autre Mistral AI national, qui a récidivé en sortant un lien torrent vers un modèle open source géant, qui est bien parti pour être le plus puissant de sa catégorie. Alors c'est un mélange d'experts de 140 milliards de paramètres, donc c'est un des plus gros, c'est vraiment gros, c'est énorme. C'est peut-être le plus gros en open source. Et on sait déjà que ses performances seraient entre GPT 3.5 et GPT 4. Et il dépasserait même certaines versions antérieures de GPT 4. Donc il est vraiment très gros.
Heureusement, il n'utilise que 35 milliards de paramètres à la fois, ce qui le rend utilisable sur un processeur vraiment costaud. Par contre, il faut avoir la mémoire pour l'accueillir. Donc ça veut dire qu'il ne faut rien espérer en dessous de 64 Go de RAM, et encore, il faut une version vraiment compressée. Une version compressée de manière équilibrée, on va dire, ça prend au moins 80 Go de RAM, donc voilà, il faut vraiment avoir beaucoup de RAM. Mais la puissance de calcul demandée est donc relativement modérée. C'est un truc qui tourne sur un M3 Max, par exemple, sans trop de problème. Mhm. Donc Une c'est machine à peu près normale. une enfin, machine ouais. chère, mais bon, Ouais, cher, disons, oui. voilà, il faut pas forcément un truc de data center, quoi. Et la communauté open source a donc désormais ce qui était en haut de gamme fermé et payant il y a 12 mois. Et donc c'est une très bonne nouvelle, hein, même si on ne peut pas considérer que ce Nixtral, donc 8 fois 22B, soit vraiment grand public. Mais c'est voilà, un dernier mot d'ailleurs pour une mise au point, parce que c'est vrai que je parle souvent de modèles open source, pour simplifier en fait, pour faire un peu vite. Mais c'est vrai que je devrais peut-être parler plutôt de modèles open weights, parce qu'en fait, il n'y a que les poids qui sont ouverts, il n'y a que les poids que tu peux télécharger. Donc j'ai vu des discussions légitimes là-dessus, sur cette petite nuance qui intéressera peut-être que les spécialistes, mais c'est vrai que quand on dit un truc open source, normalement, tu peux le télécharger, le logiciel open source, le modifier et le recompiler. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu différent parce qu'évidemment, on n'a pas accès aux datasets, par exemple, de ces modèles, donc on ne peut pas les refabriquer à partir de rien, tu vois. On a les codes pour les entraîner et pour les modifier, même si ça demande beaucoup de puissance en général, mais on n'a pas les datasets, ni pour les Llama, ni pour les Yi, ni pour les Mistral, voilà. Donc ces modèles ne sont pas vraiment réplicables par la communauté, même si elle avait les moyens de le faire. Bon, et puis il y a aussi des subtilités de licence, des fois, qui font que la plupart des modèles ne sont pas forcément open source au sens où un Blender ou Python est open source, par exemple, tu vois. Mais en fait, il y a très peu de modèles qui soient vraiment complètement open source dans ce sens-là, c'est-à-dire où on a vraiment tout, où on a vraiment tous les codes, tous les poids, tous les datasets, où tu peux tout refaire de zéro si tu veux, etc. Bon, D'accord. il y a Tiny Llama, il y a Open Llama, par exemple, mais ce ne sont pas des gros modèles. En fait, on parle de tout petits modèles. Les modèles dont on parle souvent, c'est des modèles qui sont le plus souvent qui sont librement utilisables, hein, y compris dans des projets commerciaux. C'est le cas pour les Mistral, par exemple, et c'est déjà ça, c'est déjà très bien. Mais voilà, peut-être pour open source, pour certains, c'est un abus de langage. C'est vrai qu'on parle plus de open weights, mais c'est vrai que c'est plus parlant de parler d'open source, j'ai l'impression. C'est intéressant, il fallait faire peut-être un petit peu la nuance. Effectivement, hein, tu parles des graphiques de comparaison, c'est rigolo de voir que GPT-4 Turbo, quand tu regardes les graphiques, c'est pas non plus incroyable quoi, la progression. On sent qu'il y a des graphiques qui montent, mais bon, c'est pas non plus complètement fou. Allez, on continue, Guillaume, avec toute la famille qui tourne autour de Gemini. On se rapproche doucement de Oui, Google. on se rapproche. C'est une semaine très Google quand même, effectivement. Ouais. C'est un peu la semaine de Google, donc il y a eu l'événement Cloud Next, hein, dont on va parler un petit peu plus tard. Et il a aussi sorti des modèles de langage et des articles de recherche très intéressants pour le futur de ses propres modèles de langage, de ses propres chatbots, hein. Donc on va commencer avec un autre modèle de langage de Google, par contre, hein, on va pas parler de Gemini tout de suite, qui est beaucoup moins médiatique que les Mistral, les Grok ou tout ça, mais qui est sorti cette semaine, c'est Recurrent Gemma. Alors à première vue, il n'y a pas de quoi sauter au plafond parce que c'est un tout petit modèle. Okay. Il fait 2,7 milliards de paramètres, hein, comme on a déjà vu d'ailleurs un Gemma 2B. Donc les performances sont comparables d'ailleurs, donc il n'y a rien d'extraordinaire a priori sur Recurrent Gemma. Mais c'est un nouveau modèle, avec 2 milliards et des bananes, et voilà, qu'est-ce que ça fait? Comme son nom l'indique, hein, Recurrent Gemma, en fait c'est une architecture différente de Gemma. Ça veut dire qu'il utilise une structure interne, c'est-à-dire des neurones qui sont connectés différemment, si vous voulez. Et en réalité, cette nouvelle architecture, elle s'appelle Griffin. Et là, vous me direz, ok, enfin, il n'est pas vraiment mieux que Gemma 2B, alors qu'est-ce qu'il a dans le bide, ce truc? Est-ce que c'est si important? Et là, c'est le moment où je sors les arguments de oui, c'est important. Pourquoi? Parce que Recurrent Gemma a été entraîné sur 33% moins de mots que Gemma 2B, et qu'il a une fenêtre de contexte infinie. Donc c'est quand même deux avantages majeurs. Alors le premier, il est évident, hein, tout le monde est en panique parce que les gros modèles de langage, ça demande des montagnes inimaginables de données pour apprendre quelque chose. Donc un modèle qui apprend avec 30% moins de données, pour les mêmes performances, hein, ça veut dire qu'il apprend un peu plus vite. Et ça, c'est quand même un gros avantage déjà. Ensuite, la problématique de la mémoire est cruciale pour les chatbots. Et les LLM au sens large. Hein. Alors, tous les chatbots, ils ont une fenêtre de contexte. Ce qu'on appelle la fenêtre de contexte, en gros, c'est leur mémoire vive, si vous voulez. Hein. Donc c'est une mémoire qui est très limitée et qui est surtout de taille fixe. Donc si au départ, on a entraîné le modèle pour que sa mémoire ce soit 4000 mots, c'est 4000 mots pour toujours. Voilà. Et tu pourras jamais... voilà. Et quelle que soit la puissance de la machine ou la mémoire que toi tu as, on s'en fout, ça pourra 4000 mots pour lui. Recurrent Gemma, il possède une fenêtre d'attention fixe, effectivement, de 2048 mots, hein, voilà. Mais il a aussi une mémoire, on peut dire une mémoire à plus long terme, si on veut,
qui ouvre la voie à donc une quantité de mémoire totale beaucoup plus grande. En fait, Recurrent Gemma, c'est une preuve de concept. Parce que c'est grosso modo un prototype qui montre que l'architecture Griffin est viable. Et alors, c'est quoi Griffin? Griffin, c'est un hybride entre une architecture de type transformer, donc une architecture vraiment basique, hein, celle dont on parle tous les jours, quoi, et une architecture récurrente qui s'appelle Hawk. Hawk le faucon, Griffin le griffon, l'hybride, la chimère, hein, vous l'avez, voilà. Bon. Donc Hawk, c'est quoi? Alors pour résumer, c'est une architecture récurrente qui est revisitée. Ça fait énormément penser aux grues, et pas les Russes, hein, les grues, les héritières des cellules LSTM, ceux qui ont écouté l'épisode approfondi sur le deep learning, et les modèles de langage verront peut-être de quoi je parle, donc ce sont effectivement des héritières des LSTM, mais un petit peu modifiées. Alors pour les autres, on va revenir un petit peu à la préhistoire du machine learning, c'est-à-dire celle d'avant les transformers, c'est-à-dire la préhistoire d'avant 2017. Pour être un peu plus précis, d'ailleurs, les STM et les grues, ça remonte aux années 90, hein, donc c'est un principe qui est un peu plus ancien, et c'est pas très compliqué en réalité. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer des réseaux de neurones, voilà, des systèmes qui sont bien adaptés à des suites de trucs. C'est-à-dire des ensembles de données qui se suivent. Les notes de musique, hein, sur une partition, ça se suit. La température qui évolue au fil des jours, ça se suit. Ou les mots d'un texte, c'est pareil, ça se suit. Donc l'idée que c'est un réseau qui va voir passer des mots, par exemple, là, donc, les uns après les autres, et qui va donc maintenir une mémoire de ce qu'il a vu, et calculer pour chaque mot nouveau qu'il voit passer, une sortie en fonction de ce mot et de son état interne qui stocke cette mémoire. Donc cette sortie, ça pourrait être ce que vous voulez. Par exemple, ça peut être la probabilité du mot qui suit, au hasard, comme ça, tu vois. Et en théorie, c'est génial, mais en pratique, tout le problème, c'est dans la gestion de cette mémoire. Comment faire en sorte que le modèle retienne des trucs importants et oublie les conneries, hein, du coup. Et c'est tout l'enjeu des LSTM et des grues, en fait, hein. Donc ce sont des unités linéaires, cette fois, qui sont utilisées dans Hawk. Donc en fait, c'est une structure qui fait penser à celle des LSTM, mais qui est un petit peu différente, qui est un peu simplifiée en quelque sorte. On ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, c'est pas forcément la peine. Et par principe, un système comme ça n'a pas de limite de mémoire, en principe. Il peut se souvenir de tout ce qu'il a vu, quelle que soit la longueur de la séquence, en théorie. En pratique, ça dépend de combien de neurones on met dedans, d'à quel point le système est bien gaulé, mais vous voyez l'avantage. On a une mémoire de taille arbitraire, qui n'est pas fixée comme ça, comme une fenêtre fixe. Et on n'a pas la quantité de calcul aussi qui croît comme le carré de la taille de la séquence, comme c'est le cas avec les transformers, qui donc, parce que voilà, le calcul d'attention sur la séquence se font, ça croît au carré, quoi. Ça on avait expliqué aussi, mais on va pas revenir dessus. Donc, si on voit à peu près ce que c'est que Hawk, alors qu'est-ce que c'est que Griffin, du coup? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que Hawk tout seul soit pas aussi bon qu'un transformer sur les séquences de longueur moyenne. Alors, c'est un truc qu'on avait déjà remarqué avec Mamba, en réalité. Et c'est vrai que c'est dans les unités récurrentes linéaires, ça fait aussi penser à Mamba. Et on avait déjà parlé de Mamba, si vous vous souvenez. Et en fait, franchement, il y a un air de famille certain entre Mamba et Hawk. Ce faucon-là, c'est un petit peu le Mamba de Google, tout simplement. Et justement, Mamba, on l'a testé, et on a remarqué qu'il n'était pas nul, mais qu'il n'était pas complètement au niveau dans toutes les situations. Et du coup, on a pensé à hybrider Mamba avec des blocs de transformers. Et c'est ça qui a formé Jamba. Et Jamba, on l'avait déjà évoqué, c'est un modèle qui a été fabriqué par AI21 Labs, qui mélange un petit peu tout. Bon, pour le coup, il mélange plein de trucs. Et donc le principe, c'est qu'il utilise des blocs Mamba. Donc c'est des blocs récurrents, avec cette mémoire linéaire, cette mémoire qui donc se souvient de tout. En fait, il y a une mémoire un petit peu à long terme, comme ça. Donc ça mélange ces blocs-là, que Mamba et Hawk, en fait, proposent, même si ils sont gaulés un petit peu différemment, mais c'est un peu la même idée. Et ils mélangent ça, de temps en temps, ils mettent des blocs transformers. De temps en temps, une fois sur 8, par exemple, sur le Jamba, il met un bloc transformer avec un bloc d'attention normal, voilà, qui a donc son attention sur, 2000 mots, par exemple, et pas plus. Pourquoi? Le truc, c'est que les transformers, ils vont utiliser donc leur attention, ils vont porter leur attention sur une zone limitée de la séquence, et donc ils vont être très bons dans cette zone limitée, et on va complémenter, si tu veux, cette attention, quand on a besoin de mémoire à long terme, c'est les autres blocs, c'est les blocs Mamba, ou c'est les blocs Hawk, en fait, qui vont, donc c'est les blocs récurrents, qui vont être sollicités. C'est parce que, tout simplement, on essaie de complémenter les transformers avec une mémoire à plus long terme, donc avec des couches récurrentes. Et donc, autant Mamba, autant Jamba, autant donc que Griffin chez Google, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, en somme. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une mémoire à court terme et une mémoire à plus long terme. Donc Griffin, c'est vraiment le Jamba de Google, qui essaie de combiner donc les forces de l'attention des transformers, et la mémoire à plus long terme, avec moins de calculs aussi d'ailleurs, hein,
que offrent les architectures récurrentes comme Mamba ou comme Hawk. Et donc, c'est encore des recherches qui sont assez peu connues, mais Google, avec DeepMind, s'inspire de tous ces trucs-là, hein, s'inspire donc de Mamba, de Jamba, de toute cette recherche sur les unités récurrentes. Et ils viennent de créer des prototypes qui montrent que ça marche assez bien avec des modèles de taille assez petite, et que ça apprend plus vite aussi, avec un contexte de longueur arbitraire. Et du coup, ça veut dire aussi que ça demande moins de calcul quand tu utilises des très longues séquences. Alors, tout n'est pas encore gagné, c'est des modèles qui sont jamais énormes, hein, même si Jamba, quand même, il fait 52 milliards de paramètres, alors c'est un mélange d'experts pour le coup, mais bon. On sait que GPT-4 fait 1800 milliards de paramètres, donc il faudra voir à quel point ces architectures sont gérables sur des tailles aussi immenses que ça, mais il y a quand même beaucoup d'expérimentation et de recherche sur les architectures, hein, et finalement, ça préfigure ce qui viendra probablement après, c'est-à-dire après les transformers, qui sont pas le bout du chemin, hein, c'est pas la fin de l'histoire, hein. Tout ce qu'on a actuellement, c'est basé sur une technologie, cette technologie, elle est en train d'évoluer, et on est probablement en train d'aller vers donc des hybrides de systèmes récurrents avec des systèmes avec attention, ce genre de choses. Est-ce que ça nous permet d'enchaîner sur le décortiquage de Gemini 1.5 ? Ben, complètement, puisqu'il y a un autre article remarquable qui est sorti cette semaine chez Google, Décidément. qui concerne encore une technique de gestion de la mémoire pour les IA. Et celui-là, il est tout porte à croire qu'il est déjà en production, puisque c'est probablement la manière dont ils s'y prennent pour offrir un très long contexte sur Gemini 1.5. Alors, ce long contexte, hein, qui lui permet d'analyser des heures de vidéo, des bouquets entiers, ou d'écouter 3 épisodes de Tech Café à la suite et de se souvenir de tout. Ce qui est une performance respectable, hein, ah oui, avouer. bravo, j'applaudis de mes deux mains, bien sûr. C'est que Google a mis au point une variante en fait, de Transformer, donc une nouvelle architecture qui s'appelle le Infini Transformer. Et ce truc donne au modèle de langage, donne au chatbot, une mémoire infinie. Alors, virtuellement infinie, hein, bien entendu. Alors encore une fois, le but c'est de se débarrasser de cette fenêtre de mémoire fenêtre étroite. De contexte qui est très contraignante, hein, j'ai l'impression. Exactement, c'est très contraignant parce que déjà en plus ça demande énormément de calculs si elle est très très longue. Donc elle est jamais très très longue et du coup c'est très emmerdant parce qu'on a une mémoire très limitée, quoi. On voit que de 2000, 3000, alors parfois on voit jusqu'à 32 000 mots, hein, ça peut être gros, mais ça demande beaucoup de mémoire, beaucoup de calculs. Et donc la manière dont ils le font, finalement, elle est plutôt simple à écrire. En gros, ils greffent un nouvel organe au transformer classique. Donc le transformer classique, et voilà, c'est vos blocs, comme ça, vos blocs de neurones que vous empilez les uns par rapport aux autres, avec votre couche d'attention, qui fait attention aux trucs et tout, qui fait les liens, puis après votre couche de classification, avec tous vos neurones qui prennent les décisions en fonction de tout ça. Vous avez vos blocs comme ça que vous empilez, donc tout ça, évidemment, ça ne concerne aucune zone que cette fenêtre d'attention-là. Donc ça a cette mémoire limitée. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre organe, donc qui est une sorte, un autre organe qu'on va lui greffer dessus. Donc une manière de base de gérer le contexte pour un transformer, qui peut retenir qu'une fenêtre de 4000 mots, disons, pour fixer les idées, c'est de diviser le texte complet en segments de 4000 mots. Donc en fait, s'il fait ça, ça veut dire qu'il va tout comprendre sur les 4000 mots qui est autour, mais il va ignorer complètement tout ce qui n'est pas dans la fenêtre. Ça peut faire illusion au moment, hein, mais enfin, c'est pas idéal. Et donc, ce que font les chercheurs de Google, en fait, c'est qu'ils rajoutent une sorte de disque dur à cette mémoire vive. Si vous voulez, cette attention, c'est une sorte de mémoire vive. Ils vont rajouter une mémoire de stockage, quoi. Voilà, une mémoire. C'est quoi ? Ouais, c'est une espèce de sauvegarde de la mémoire vive, c'est quoi ? Exactement, c'est ça. Donc, vous avez votre mémoire vive de 4000 mots, disons, et quand on dépasse le premier segment de 4000 mots, on va stocker une image de l'état mémoire du transformer dans ce disque dur. Et on va le faire de manière compressée, pour éviter que ça explose trop vite. Et donc, dans le deuxième segment de 4000 mots, le transformer va utiliser sa mémoire vive, c'est-à-dire qu'il va faire ses calculs d'attention, dire oui, ça a rapport avec ça, bon voilà. Et ensuite, on va rajouter une composante mémoire à long terme. Donc on va piocher dans le disque dur, et on va rajouter en fait des informations qui auraient été compressées, mais qui contiennent quand même des informations sur les 4000 mots d'avant, que sinon le transformer aurait complètement oublié. Et donc au fur et à mesure qu'on saute de bloc en bloc de 4000 mots, on va continuer à mettre à jour la mémoire à court terme avec la mémoire à long terme du disque dur, qui a une compression efficace, et donc du coup, comme ça, on peut gérer des millions de mots et conserver quand même une mémoire de chacun selon son importance. Et ça se fait naturellement. Alors, ça se fait naturellement. Ce que je veux dire, c'est que cette gestion du disque dur, on ne la programme pas. Ça se fait naturellement dans le sens où on entraîne le modèle sur des blocs de 4000 mots, et avec ce système de mémoire externe, et c'est le système complet qui va apprendre à utiliser son disque dur tout seul. C'est-à-dire que c'est vraiment un apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage se fait aussi bien pour comment gérer sa mémoire vive que gérer son disque dur. Et donc comme ça, on garde une trace des blocs passés. Alors c'est pas dit directement, mais il est probable que ce système ou qu'un système analogue soit utilisé dans Gemini 1.5 et lui confère sa mémoire exceptionnelle.
Ok, c'est hyper intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. On peut continuer du coup, alors pour le coup pas, enfin si, d'ailleurs j'allais dire pas avec Gemini 1.5, mais si justement, avec les annonces justement de Google Cloud Next, avec donc la mise à disposition de Gemini 1.5 qui évolue, hein. Il nous écoute maintenant, Guillaume. Exactement, parce que voilà, c'était Google Cloud Next la semaine dernière. Il y a eu pas mal d'annonces, dont beaucoup très barbantes. C'est un événement qui est globalement à destination des pros, hein, de toute façon. Merci de l'avoir suivi pour nous, Guillaume. C'est ça. Et donc, voilà, c'est les pros qui vont utiliser les services cloud de Google, tout ça, pour leur business. Donc, voilà, on a vu des tas de trucs business, des assistants de vente. C'est pas forcément des trucs passionnants pour tout le monde, donc pas trop pour moi. Mais bon, il y avait quand même eu aussi des annonces qui ont été un petit peu plus accessibles et grand public et plus intéressantes. Et donc, il y avait Gemini 1.5 Pro en particulier. Alors, on en a déjà parlé, hein. Il a été annoncé, on a eu les démos, mais cette fois, il est déployé. Donc, ça veut dire que on peut l'employer, on peut l'utiliser. Alors, on peut l'utiliser uniquement via Vertex API, donc ça veut dire les programmeurs peuvent l'utiliser, et pas en Europe. Parce que c'est un petit peu dommage, hein, pour les Gemini 1.5 parle parfaitement français, mais il n'est pas disponible encore en France. Tout comme toujours, un délai qui est peut-être dû à la réglementation européenne, mais bon, voilà, c'est très temporaire de toute façon. Et donc, pour le moment, il est accessible aux développeurs, et il se dote par ailleurs de la possibilité de gérer de l'audio directement. Donc, on peut travailler avec des longs épisodes de podcast ou des vidéos sonorisées directement, pas besoin d'avoir des vidéos muettes, comme on avait vu. Tu peux lui envoyer des épisodes de Tech Café. Quoi, voilà, par exactement. dizaines. On avait vu la démo avec des vidéos muettes. Là, tu peux lui envoyer carrément des vidéos sonorisées, et tu peux lui demander de discuter sur la vidéo. Je lui envoie une vidéo YouTube, tu discutes sur la vidéo, tu demandes de résumer telle ou telle section, quand est-ce qu'il se passe ça ou ça, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se dit, etc. Voilà, te rappeler de telle anecdote, de combien de blagues à 2 balles il a fait pendant l'épisode, etc. Et de traduire tout ça en polonais, hein, voilà, si tu veux. Bon. Donc, puisqu'on est au chapitre des mises à jour des IA de Google, on peut aussi mentionner Imagen 2, donc le générateur d'images de Google, hein, donc c'est l'analogue de DALL-E 3. Il revient. Alors, il revient avec... il va revenir probablement pour le grand public avec moins de Nazi Black et surtout avec une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est la vidéo. Bon. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, quand tu dis Nazi Black, on en avait parlé il y a quelques épisodes, mais c'était la capacité à l'interface Google d'intelligence artificielle d'halluciner sur la génération d'images assez improbable sur le plan historique. Enfin, exactement. On va pas revenir dessus. Exactement. Et donc la grosse nouveauté d'Imagen 2 cette fois-ci, c'était la vidéo. Alors la vidéo, c'est vite dit, en fait c'était plutôt le GIF animé, puisque Imagen 2 est capable de créer donc de très courts clips, 4 secondes. Hein. C'est des trucs qu'on verra chez Picalabs, même plus courts. C'est des résolutions de 640 par 360. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Stable Diffusion Video, quoi, globalement. Donc il est vendu comme un outil pour les marketeurs. Des trucs, voilà, pour faire des boucles, des timelapses de chatons, des timelapses ou des boucles de chatons mignons, je sais pas. Des trucs pour illustrer des produits. Bon, c'est une fonction sympa, pas particulièrement remarquable à l'heure actuelle, hein, et c'est aussi utilisable via Vertex AI. Ok. Tu m'as pris de court, Guillaume. On a aussi des nouveautés, alors un peu moins axées gros serveurs et professionnels de l'IT, autour d'un service que vous connaissez peut-être et que vous utilisez même probablement. C'est Google Photos qui offre sa magie. Hop, quand je dis offre, Guillaume, pas tout à fait. Presque, oui, c'est vrai. Mais si vous êtes trop jaloux des utilisateurs de Pixel et de leur fonction d'édition magique, hein, des images, réjouissez-vous, ça arrive pour tout le monde avec Google Photos qui va intégrer Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur et Portrait Light. Donc ces deux derniers trucs sont assez parlants, je veux dire, voilà, vous enlevez le flou, puis vous mettez en valeur les visages. Magic Eraser, c'est cette fameuse gomme magique, hein, qui élimine les trucs importants, comme les enfants par exemple, d'une photo de paysage, qui sera par ailleurs tout à fait réussie. Et, alors le pendant, c'est Magic Editor, où vous pouvez déplacer les enfants sur le côté, voilà, au lieu de les enlever, vous les déplacez sur le côté, comme ça, voilà. On peut quand même admirer la vue et le coucher de soleil sur Bonifacio, hein, et vous n'allez pas vous faire taxer de père indigne par votre belle-mère à chaque soirée diapo. Oui, je sais, ça fait 30 ans que plus personne fait de soirée diapo, je suis un dinosaure, hein, il faut m'excuser. Et bon, toute cette magie est quand même payante, effectivement, puisque tout se faisant dans le cloud, et les IA, c'est cher quand même. Donc vous avez 10 photos par mois, et c'est $100 par an, ça fait partie du plan premium à 2 Teraoctets de stockage, et c'est prévu pour le 15 mai. Écoute, on a hâte de se plonger dedans, Guillaume, et d'en profiter. On continue toujours dans les usages pour les particuliers, donc ça peut aussi vous intéresser. J'ai du mal à décrire un peu cet outil et j'ai du mal encore à cerner l'appétence qu'il aura dans votre quotidien, si jamais il en a une. Donc évidemment, ça se base sur de l'intelligence artificielle. Imaginez une sorte de mix entre un générateur de vidéo et de présentation. C'est encore un peu flou, Guillaume, pour moi. Ouais, enfin, honnêtement... La grande famille Workspace, effectivement, quand même s'agrandit. C'est vrai que c'est pas tout le temps, donc effectivement, c'est quand même un événement. Il y a une nouvelle application, ça y est, une nouvelle application Google, c'est pas tous les jours.
Donc après DocSheet, tout ça, je sais plus comment s'appelle leur PowerPoint, voici venir Vids. Slice, Vids, non. qui est un éditeur générateur de vidéos assisté par de l'IA, mais enfin pas trop. Hein. Si vous imaginez tout de suite Sora quand vous parle d'IA vidéo, c'est vraiment pas du tout le cas. Quoi, hein. Vous pouvez, si vous espérez voir Sora, vous pouvez passer directement au sujet suivant, ça ne vous concerne pas. En fait, Vids, il est prévu pour créer C'est vrai. des vidéos, mais des vidéos chiantes. Pardon. Il est prévu pour créer des vidéos professionnelles. Sont, d'après ce que j'en comprends, Pareil. des diaporamas PowerPoint dont on est persuadé qu'ils seront plus intéressants parce qu'ils bougent un petit peu plus. Franchement, ça ressemble quand même, ça ressemble quand même vraiment à du PowerPoint, mais il y a une timeline, au lieu d'avoir des diapos, il y a une timeline en dessous. Enfin, ça ressemble quand même à du PowerPoint, quoi. Tu choisis le template, tu choisis les photos d'illustration, mais bon, elles bougent, hein, plus de la vidéo. Des transitions, tu peux rajouter des voix off, et puis des vidéos aussi, hein, y compris des clips de toi-même filmés à la webcam, parce que le look zoom, c'est tellement chic. C'est un PowerPoint, mais en vidéo, quoi, tu vois. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, du dernier de Workspace, là? Eh ben moi, je suis moins critique que toi, mais oui, tu as raison, ce sera probablement pour des environnements professionnels. Il y a quand même toute une suite d'outils. Il y en a une qui est très utilisée, notamment dans les administrations, les mairies et dans plein d'entreprises qui s'appelle PlayPlay. C'est une boîte française d'ailleurs, et ils font un outil en ligne qui te permet de générer des vidéos, alors notamment beaucoup pour les réseaux sociaux, sur la base d'images, de vidéos, et te permettre de faire des animations. Ouais, c'est très axé réseaux sociaux finalement. Et il y a Canva aussi, hein, qu'on connaît bien, qui permet de créer ce type de vidéos. Je pense que ça tend à concurrencer plus ce type de production qui se veut un mix entre de la vraie vidéo et du PowerPoint, un truc que tu veux absolument séquencer et minuter. Bon, je te cache pas quand même qu'avant que Google supplante ces outils qui font déjà très bien le boulot avec un nouvel outil de Workspace, il va peut-être y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Et puis, Google est bien connu pour tuer des applications et ne pas forcément les maintenir si jamais ils pensent qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Hein, il y a notamment Google Podcast qui a disparu, mais parmi plein d'autres, hein, le cimetière de Google s'agrandit de jour en jour. Donc, on verra au bout de combien de temps Google Vids le rejoindra. On passe à l'action, Guillaume, avant de passer à la rubrique suivante. Bah oui, on garde le meilleur pour la fin, enfin le meilleur pour moi. C'est l'annonce par Google de ses propres processeurs pour data center, les actions. Alors pas comme les supermarchés, comme la particule physique. La particule de physique, là, dont j'ai aucune idée de ce qu'elle fait en fait, mais l'action. On s'en fout complètement, l'important c'est que c'est un super nom de science de comics, hein, Action, donc A-X-I-O-N. Hein. Et Action, ça tape hein, comme nom, et désormais c'est un processeur ARM basé sur les cœurs Neoverse V2, qui est tout simplement l'architecture de serveur directement fournie par ARM, hein, qui a d'ailleurs été annoncée en 2022, c'est une architecture qui date d'il y a 2 ans. Donc on en a la V3 d'ailleurs, ça montrerait que l'Action est un projet qui est dans les cartons de Google depuis un petit moment, d'ailleurs ça se passe, ce qui n'est pas très étonnant. Alors il y aura probablement plusieurs variantes d'actions, hein, il y a plusieurs actions, on peut, voilà, c'est des trucs qui peuvent accueillir de toute façon des dizaines de cœurs, qui seront selon Google 60% meilleurs que la concurrence en termes d'efficacité énergétique et 50% plus rapides. Par concurrence, on entend ici Intel, hein, globalement. Parce que finalement, avec les actions, Google ne fait que rejoindre les autres hyperscalers. Hein. Amazon a ses propres processeurs Graviton depuis 5 ans. Microsoft va intégrer ses puces Cobalt dans les serveurs aussi, dans ses propres serveurs. Nvidia a son processeur Grace. Et finalement, Google rejoint le mouvement avec, voilà... Alors, vous remarquez d'ailleurs qu'aucun de ces 3 acteurs majeurs n'utilise du silicium made in Intel. Ce sont uniquement des processeurs ARM qui sont utilisés par les 3 gros hyperscalers c'est fou, par Nvidia. Hein. Donc, c'est quand même, ça veut dire des choses. Il est aussi à noter que tout le monde a désormais sa solution d'accélérateur pour l'intelligence artificielle, hein, de leur propre puce. Alors, pour le coup, Google s'y est intéressé beaucoup plus tôt que les autres, il a ouvert le bal avec les TPU. Amazon propose ses Trainium, donc c'est Trainium, voilà. Microsoft aura ses accélérateurs Maya, Nvidia évidemment propose ses H100 et tout ça. Et Meta aussi, ses puces MTIA, donc voilà, tout le monde aura un petit peu ces trucs-là. Et donc, hormis Nvidia, qui n'est pas un hyperscaler, aucun de ces acteurs ne vend ses puces. Parce que ce sont des puces pour leur propre usage. Donc la tendance, elle est claire. Hein. On veut le moins possible dépendre d'autres fabricants. Et bon, il se trouve qu'on en est au point où les besoins des gros prestataires cloud sont si énormes que ce sont des marchés à eux tout seuls. Ils suffisent à eux seuls à motiver la fabrication de puces maison à leur usage exclusif. Donc ce sont des marchés. C'est incroyable, c'est assez dingue. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce qui reste aux Xeon et aux Threadrippers, c'est-à-dire la solution d'Intel et d'AMD? Écoute, ils vont continuer d'avoir des clients, hein, parce qu'il y aura toujours des prestataires plus petits qui, eux, ne sont pas assez gros pour être des marchés à eux tout seuls, quoi, tu vois.
Donc en gros, tous les autres, tous les autres que les énormes trucs comme Amazon, Google et compagnie continueront probablement à se servir chez AMD et Intel, mais on est arrivé à un niveau de taille absolument démentiel pour les trois gros là. Eh ben, c'est très impressionnant, merci Guillaume. Ouais, processeur ARM hein, là-dessus, de partout maintenant. Mais on va quand même conclure cette rubrique et puis surtout arriver dans la rubrique. Guillaume, s'il avait fallu réduire l'épisode à une seule rubrique, ça aurait été celle-ci à tes yeux, j'en suis sûr, tant cette activité a dû guider tes tâches le soir, le matin, l'après-midi. Je t'ai imaginé tel un producteur de musique à expérimenter évidemment les outils. On a parlé il y a quelques semaines, en fait il y a même déjà quelques mois, de l'arrivée de Suno AI, qui est un outil en ligne qui permettait de générer des premières musicalités. Il y a la version 2 qui était quand même plus cool. Mais là, je crois qu'il y a encore une étape qui a été franchie, que tu as identifiée, Guillaume. La version 3 de Suno est pas très loin de ça, hein, effectivement. Mais j'avoue que je me suis bien amusé. Effectivement, ah bah oui, j'ai vu. avec Udio. Donc Udio, hein, voilà, c'est le moment où D'ailleurs, c'est le moment où je dois m'excuser aussi pour mon manque de clairvoyance. Parce que bon, la semaine dernière, on testait Stable Audio, on parlait de Stable Audio 2 et disait que les artistes n'avaient pas trop de soucis à se faire. Je le pense toujours en ce qui concerne Stable Audio 2. Mais bon, là, c'était la semaine dernière, c'est du passé. Parce que maintenant, il y a Udio et c'est vrai que là oui, il faut baliser. Là, oui, quand même. Hein, parce que, comme tout le monde sur les réseaux, j'ai l'impression quand même, j'ai testé Udio ce week-end et c'est vrai, alors je l'ai pas fait tant que ça en réalité parce que ça va plus vite que ce que tu as l'air d'imaginer de faire une chanson. Mais Udio, comme Suno, donc vous l'avez compris, c'est un générateur de musique et de chansons. Et il est quand même assez abouti, quoi. Et je pense qu'on peut parler d'un moment Midjourney ou d'un moment ChatGPT pour la musique. Voilà, selon ce qui vous a le plus marqué. De cette époque, j'ai l'impression vraiment que Udio, c'est le Midjourney de la musique, quoi, clairement. Au début aussi, d'ailleurs, Midjourney, c'était pas du tout aussi beau qu'aujourd'hui. Et voilà, les fonctions étaient un peu basiques, hein, et c'est vrai que sur Udio, honnêtement, il pourrait revoir l'interface, il y a vraiment du boulot déjà à faire, je pense, là-dessus. Mais voilà, et même on avait des choses avant. Hein. Effectivement, on avait Disco Diffusion avant Midjourney, les tout premiers tests de Stable Diffusion. Mais Midjourney a vraiment lancé le truc pour le grand public de manière simple, et c'est vrai qu'on a un peu pris conscience qu'un truc était en train de se passer. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose pour Udio. Donc c'est Udio, UDIO. Hein. Et c'est lancé par des ex-employés de DeepMind, tout simplement, ce truc-là, et ça permet de créer des chansons à partir de rien, c'est à partir d'un prompt. Il va créer 30 secondes de musique avec de la voix, ou ça peut être instrumental, hein, si vous voulez. Et c'est vraiment pas mal. Et le truc qui change tout, c'est qu'on peut donner ses propres paroles et que l'IA va chanter ce que tu lui dis sur le style de musique que tu veux et qu'après tu peux rajouter des segments de 30 secondes avant ou après et tu peux même donner des instructions. Tu peux dire si c'est une intro, si c'est une outro, tu peux dire si c'est un couplet, si c'est un refrain, si tu veux un solo de guitare, etc. Et donc, tu as des petits contrôles en réalité et c'est ce qui fait que finalement, avec tout ça, tu peux créer une chanson de 4 minutes qui est parfaitement crédible. Et pour peu que tu utilises Gemini pour créer des paroles marrantes, on a même une chanson carrément sympa. Et c'est exactement ce que je me suis amusé à faire pour le générique de fin de cet épisode, parce que je pense qu'effectivement, on va avoir un générique original. Et effectivement, j'ai fait plusieurs chansons, et parce que, alors, pourquoi j'ai pris Gemini d'ailleurs ? Pourquoi j'ai pris Gemini ? Déjà parce que je suis nul et que je sais pas écrire des chansons tout seul, et bien entendu, mais surtout... Par cohérence pour la thématique fil rouge de cet épisode, parce que tu savais qu'on allait parler beaucoup de Google, voyons. Oui, bien sûr que non. Non, mais en fait, il semble que Gemini soit assez doué pour une écriture créative. Si tu lui expliques la chanson que tu veux, tu lui expliques son histoire, ce que ça raconte, etc., il te donne des chansons qui sont relativement sympas, et surtout, il t'en donne 3 versions, et donc tu prends les morceaux que tu préfères, et tu inclus les bouts que tu préfères, en fait, 30 secondes par 30 secondes sous Udio, en choisissant les meilleures productions à chaque fois, parce qu'il fait à chaque fois 2 productions, et en donnant quelques indications comme ça, allez, en une demi-heure, t'as une chanson de 3 minutes, 4 minutes, qui tient debout. Alors, ça va pas gagner des Grammy Awards, hein, je veux dire, pas non plus, bon, mais ça tient debout. Et c'est quand même délirant. Je me suis amusé à faire des chansons pop, blues, country. Alors vous pouvez aller voir le lien, donc c'est le lien vers le compte qui est dans les notes de l'émission. Voilà, vous avez le lien vers GPP77, hein, c'est moi-même. Et voilà, il y a les tests en fait que j'ai fait, qui sont assez sympas. C'est des tests, hein, attention, mais ça vous montre que c'est quand même assez fort, quoi. Parce que moi, en musique, je suis l'équivalent d'une chèvre sourde. Et pourtant, j'ai fait des chansons. Je m'en remets pas. Bon, en fait, c'est pas vrai. J'ai pas du tout fait de chansons. J'ai pas fait de musique, pas du tout. J'ai rien fait moi-même. Mais c'est un peu l'impression que j'ai eue. J'ai été prod, j'ai été producteur, j'ai produit des chansons comme ça pour m'amuser. Hein. Et c'est assez dingue de voir qu'on peut arriver à des résultats qui sont
vraiment pas dégueux et qui sont quand même un cran au-dessus, j'ai l'impression, de la concurrence. Alors pour le moment, en plus, YouDio est gratuit. Donc vous avez 600 générations par mois, mais en fait, je sais pas comment ils comptent, ils remettent à zéro à chaque fois, donc c'est infini, quoi. Et donc c'est cool. Alors, bémol quand même, hein. Bon, des fois, ça donne des trucs bizarres, c'est clair. Ouais. La qualité de la génération audio, même quand vous aimez bien ce qui donne, la qualité pure, hein, la qualité des générations, elle est correcte, mais elle est pas géniale. C'est pas un master professionnel, quoi. Au casque, tu sens très bien que c'est pas forcément super propre, c'est pas bien équilibré. Bon, voilà. Musicalement, aussi, la musique qui est derrière les chansons, c'est pas forcément dingue, c'est plus de l'accompagnement, tu vois, sympa, avec des petits solos assez courts. Mais c'est pas mélodiquement, ça reste quand même assez simple, ça reste assez basique. Mais si c'est une chanson et que les paroles sont sympas, tu peux fabriquer des choses qui se tiennent, quoi. Et ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que, donc déjà, Nulos comme moi a réussi à faire des trucs qui se tiennent à peu près, et que c'est une bêta. C'est pas la version finale. C'est Audio V1 bêta. Et du coup, Audio, oui, c'est carrément et précisément le cauchemar des 200 artistes qui ont signé à la lettre ouverte dont on parlait la semaine dernière. Je parlais la semaine dernière, mais ça me paraît être l'an dernier. Mes expérimentations avec l'outil, évidemment, elles ont lésé personne. Hein. Ces chansons, elles existaient pas, elles existeraient pas si YouDio existait pas, et puis c'est tout. J'aurais fait autre chose de mon week-end, et puis voilà, c'est pas comme si on avait les moyens d'engager un groupe de rock pour me faire une cover pour la fin de l'épisode. Je veux dire, voilà, elle a juste pas existé cette fin d'épisode, c'est tout. Mais c'est vrai que les perspectives offertes par YouDio et ses descendants, qui seront probablement nombreux, c'est vertigineux. Et bien sûr, ça pose des questions aussi sur la dataset d'Audio, parce que ça produit des choses vraiment très très familières. Quand j'ai essayé de lui faire chanter des chansons françaises, c'est parce qu'il peut, et ça j'en étais même surpris. Hein. Il chante bien en français aussi. Et donc je me suis amusé à faire une chanson en français, que vous pourrez retrouver hein, si vous voulez, si vraiment vous voulez aller voir. Honnêtement, j'avais l'impression d'avoir une chanson de Florent Pagny, quoi. Ça ressemble vraiment, enfin c'est très familier. Voilà, on va dire. Oui, tout à fait. Tu peux confirmer. Ah, je te le confirme, ça en est frappant de voir que la voix... alors si c'est pas entraîné sur du Florent Pagny, je ne sais pas ce que c'est quand même. Il ressemble pas mal. Donc, donc les musiciens commencent à vivre là, parce que les illustrateurs, les graphistes ont vécu il y a 1 an et demi. Hein, et d'ailleurs, tu vas sur Reddit, tu vois que c'est très partagé. Tout comme toujours, hein, c'est fasciné, terrifié, excité, blasé un petit peu. Et voilà, un peu comme nous tous, ça, je pense. Hein, c'est vraiment un truc impressionnant quand même. Hein. Donc vous pourrez aller retrouver. Et toi, vous avez t'en as pensé quoi, les... toi, des... Eh ben, écoute, je suis effectivement assez bluffé de la qualité et du rendu que ça peut avoir. Bah, de toute façon, on va vous en... Je pense que j'ai presque envie d'en metêtre plusieurs et de faire une sélection de pot pourri après le générique d'épisode, ou peut-être même que le générique aura changé pour cet épisode. Je vous laisse écouter. C'est effectivement, on arrive quand même, comme tu le décris très bien en intro de ce sujet, c'est qu'on arrive à un mid-journey moment. Enfin, moi, c'était plutôt avec mid-journey, où on arrive à se dire, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que la créativité, ça va être vraiment la preuve absolue de la créativité, de la mise en application de ces outils-là pour la créativité au quotidien? Je ne doute pas une seconde qu'on va avoir dans les semaines et les mois à venir des articles, et on sera fort de les relayer, Guillaume, d'artistes qui se font découvrir ou qui gagnent beaucoup d'argent sur Spotify parce qu'ils ont généré de la musique générée avec ce type d'outils, que ça n'a pas été identifié comme il le fallait, que ça n'a pas été présenté comme tel. Donc oui, bah voilà, une étape de plus, et sur le plan musical, c'est très très convaincant. La dernière version de Suno est bluffante aussi, hein, effectivement, comme tu le dis. On arrive à un stade incroyable. Alors par contre, il y a quand même un truc, Guillaume, qui ne pourra pas être artificialisé dans le domaine de la musique, c'est les concerts. Moi je sais en fait, aujourd'hui, quand tu vas voir un groupe de musique, tu sens la sueur du public, tu ressens les vibrations de ton corps, des basses sur la scène, tu vis la musique, et quoi de mieux qu'un concert? Et ça, tu sais quoi? Eh ben, les intelligences artificielles et les algorithmes sont pas prêts de nous l'enlever, je pense. Bah tiens. Alors, oui, et pourtant, bien sûr que si. Parce que qui pense à Hatsune Miku dans tout ça? Qui pense à Hatsune Miku? Toi. La réponse, c'est personne, mec, personne. Il n'y a que moi, effectivement, c'est évident. Ça, c'est évident qu'il n'y a que moi qui pense à Hatsune Miku. Je ne sais pas si les gens vont commencer à se faire une idée de qui tu es vraiment et de tes passions entre ton nerdisme absolu sur les Gundam, qui n'est pas si absolu que ça, parce qu'on a bien relevé, mais le fait que tu sois capable d'argumenter sur le fait que Gundam et Goldorak, c'est pas la même chose, et que je te suis à 100%. Le fait que tu suives de manière assidue l'actualité d'Hatsune Miku aussi. Je suis pas l'actualité d'Hatsune Miku. Mais je connais bien Hatsune Miku. Alors, je la connais par le jeu vidéo, en réalité, et c'est comme ça que je l'ai connu, mais c'est un phénomène vraiment intéressant. Il y a d'autres épisodes de podcast où tu en as parlé, dont j'en ai parlé, effectivement, dont j'ai parlé il y a quelques temps dans un podcast. Hatsune Miku, c'était une des premières chanteuses artificielles, bien avant tout ça. Hein. C'était une des premières, pas la première, mais une des premières vocaloïdes. Peut-être la première vraiment populaire. Et Miku, c'est une voix, c'est tout. La musique est derrière, elle est produite à la main, par contre. Elle est produite par des artistes qui choisissent de prendre Miku comme chanteuse. Et à travers le logiciel de Krypton,
Krypton Future Media, Miku va chanter ce que eux auront composé de manière traditionnelle, pour le coup, jusqu'à présent. Donc Miku, c'est un être composite. C'est une idol qui chante des chansons qui ont des centaines d'auteurs différents, sur autant de thèmes. Et donc, tu as des centaines de personnes qui s'occupent donc de sa musique, d'écrire ses paroles. Elle a des centaines de paroliers, des centaines de musiciens, là aussi des centaines de gens qui s'occupent de son look, qui s'occupent de ses chorégraphies, de ses modèles 3D. Et tout ça circule sur Internet et ça crée un univers numérique transmédia complètement organique, de vidéos en ligne, de fan-art, de CD, de streaming, de jeux vidéo. C'est une pop star collective. Voilà. Et cette pop star collective, qui est donc totalement 100% artificielle, elle se produit régulièrement sous forme holographique dans des concerts qui sont des événements presque à chaque fois, et ça se passe ça depuis une bonne dizaine d'années. Peut-être une quinzaine d'années d'ailleurs. Et donc il y a aussi des jeux vidéo, et d'ailleurs, mais bon, bref. Donc faire chanter Miku, c'est beaucoup de travail. Il faut créer la musique à la main, adapter le chant, la mélodie à la main. Alors que va devenir Miku dans un monde où même pas 30 minutes suffisent à faire chanter une rockstar qui n'existe pas? Alors déjà, ses fans ont été très déçus à Miku de l'avoir apparaître sur une bête télé en 2 dimensions comme ça dans ce dernier concert à Vancouver. C'était peut-être un accident, peut-être qu'ils avaient pété les hologrammes, peut-être que ça présume pas des dispositifs qui vont être mis en place pour les futurs concerts. Mais bon, c'était quand même bien naze. Est-ce qu'il y a des gens qui font le voyage exprès pour ce genre de truc? Des vrais gros fans. Et bon, Miku, c'est plus qu'un simple logiciel, c'est une communauté. Et c'est peut-être aussi un modèle, parce que c'est déjà quelque chose de complètement artificiel, de complètement crowdsourcé. Donc je suis curieux de voir comment Miku déjà va s'adapter, elle, technologiquement. Qu'est-ce que va devenir le phénomène Vocaloid dans ce monde moderne. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va évoluer ou pas? Est-ce que Miku va prendre le chemin d'un truc rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'elle va être ancrée comme ça dans une époque? Ou bien est-ce que ce sera une voix justement parmi d'autres dans les générateurs? Est-ce qu'il va y avoir encore plus de production du coup? Plus de production de Miku? Est-ce qu'elle va chanter avec d'autres gens? Est-ce que le phénomène Miku, surtout, c'est pas le précurseur d'une certaine forme de production musicale? Une production musicale crowdsourcée, qui va proliférer avec les IA, puisque plus tout le monde, même moi, imaginez, peut faire des chansons. Donc ça veut dire que tout le monde peut faire des chansons. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir encore beaucoup plus de chansons sur des thèmes qui n'auraient pas pu exister, parce que personne n'aurait produit une chanson sur un thème aussi débile ou aussi niche que celui-là. Et donc ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi une explosion de créativité, et bon, Miku, finalement, c'était peut-être une des premières chanteuses virtuelles, mais elle aura probablement une descendance absolument énorme. C'est ça qui est rigolo. C'est hyper intéressant, et ça... On vous laisse nous donner vos théories pour l'avenir à ce sujet dans la rubrique réaction du serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis, on reparle un petit peu de Taylor Swift, Guillaume, qui n'était plus sur TikTok, enfin. Mais oui, parce que UMG est parti de TikTok en janvier. Alors TikTok l'a traité de crevard, UMG l'a traité de grosse pince, voilà, tout allait bien. Donc du coup, évidemment, ils sont barrés, donc la moitié des vidéos TikTok sont passées mute. Ça s'est pas super arrangé, mais Taylor Swift est revenue. Elle est revenue sur TikTok parce qu'elle a probablement dû négocier elle-même ses droits, parce qu'elle est toujours propriétaire de sa musique. On connaît absolument pas les montants en jeu d'ailleurs, mais bon, ce qui est certain, c'est que le timing est très opportun, puisque son prochain album sort le 19 avril, et puis il va pas se faire de la pub tout seul, cet album. Bon, donc TikTok est devenu une plateforme vraiment majeure pour la promotion des artistes, forcément. Ils peuvent difficilement s'en passer. La brouille avec UMG, d'ailleurs, ça doit vraiment pas trop les arranger. Et TikTok aussi expérimente avec l'IA, parce que TikTok et la musique, évidemment, c'est quand même historiquement, forcément, quoi. Et bon, évidemment, il fait des tas de trucs. Alors, il expérimente des tas de trucs, des filtres beauté. On va passer régulièrement des articles de recherche de ByteDance sur les sujets, sur les sujets IA, de génération d'images, de vidéos, etc. On en parle régulièrement ici, d'ailleurs, on les évoque. On peut pas s'empêcher de penser qu'un générateur de musique, ça ferait quand même un carton sur TikTok. Voilà, et ils ont déjà fait... Vous faites les liens que vous voulez dans cet épisode, c'est vous qui voyez. En tout cas... entre les sujets. De quoi? Non, vous faites les liens que vous voulez entre les différents sujets de cet épisode. De toute façon, ils ont déjà essayé. Parce qu'ils le savent très bien, ils ont déjà essayé. En janvier, on avait repéré en janvier dernier un générateur de paroles qui s'appuyait sur un modèle de langage open source qui s'appelle Bloom. Et ensuite, tu avais un autre algorithme qui se faisait chanter ces paroles sur une musique préenregistrée. C'était assez mauvais, on va pas se mentir, c'était vraiment nul. Mais on sent l'idée. Et il y a une vraie tension, évidemment, chez TikTok entre la volonté de lancer une nouvelle fonction qui va cartonner. Chez tous les utilisateurs, tu parles, ils vont être super contents. Et la panique de se faire éviscérer par tout ce que le monde compte de producteurs et d'artistes de musique, quoi, évidemment. Mais bon, ça les démange, c'est clair. Et en attendant, TikTok va avancer sur un autre terrain qu'il affectionne énormément, le commerce. Parce que d'après The Information, TikTok aurait sous le coup d'une fonction influenceur IA, donc des avatars synthétiques qui peuvent lire des scripts, qui bougent la tête, qui bougent les lèvres, tout ça, et qui vous font l'article, surtout et n'importe quoi. Alors, ce sera en test en ce moment même.
Et ce serait, voilà, pour l'instant, les tests diraient que ce serait moins efficace que des influenceurs réels, ce qui n'est pas bizarre, hein, mais ça n'empêche rien. Parce que c'est une technologie qui est déjà très très utilisée en fait. Donc cette technologie, en fait, quand je parle d'avataria, c'est vraiment des vidéos synthétiques. C'est-à-dire c'est des vidéos de gens qui parlent, ces sortes de vidéos génératives, mais uniquement pour des gens qui parlent, qui bougent un petit peu la tête et qui bougent le visage et les lèvres et c'est tout. Donc c'est très très encadré et ça existe déjà en fait des générations comme ça, avec la voix qui est aussi synthétique. Et ces vidéos-là, qui te vendent n'importe quoi, n'importe quelle connerie dont t'as pas besoin, c'est très largement répandu en Chine. Et il y a pas mal de prestataires qui proposent aux plateformes en ligne de créer, voilà, de faire du contenu vidéo en réalité pour mettre en ligne et pour vendre n'importe quoi. Ils le font pour pas très cher. Parce que le but, c'est d'occuper le terrain 24 heures sur 24. Et ça pour le moins de pognon possible. Donc une tête synthétique qui parle aura beau être moins efficace pour vendre des perruques pour chiens. Oui, les perruques pour chiens existent, il y en a sur Temu. Mais non. Ça Oh, a putain. beau être moins efficace qu'un vrai gens, si ça le fait pour 10 fois moins cher, que ça prend pas de pause et que c'est toujours là à 4 heures du matin pour baratiner les insomniaques, ça roule. Et donc, ce qui marche en Chine, ça pourrait marcher ailleurs, mais bon, pas forcément, faut tester. Et donc, on verra si oui ou non les avatars comme ça débarquent sur TikTok. Et puis, voilà, d'avatar à téléachat, à influenceuse beauté, il n'y a pas grand-chose. Alors, d'influenceuse beauté à idol, est-ce que le chemin est-il pas tracé? Bon, je sais pas. En même temps, voilà, c'est pas comme si les groupes de K-pop, J-pop étaient pas déjà aussi quand même des produits de grosses boîtes de production, voilà, qui sont très très encadrés, très très contrôlés et un peu artificiels quand même aussi. Je sais, je vais me faire taper si je dis ça de la K-pop, mais bon, voilà. Donc faut voir aussi que c'est aussi des produits culturels, quoi. Des perruques pour chiens, donc je n'en prendrai tous les jours. On continue parce que tu nous parles évidemment d'avatars virtuels, d'influenceurs virtuels. Jusque-là, évidemment, on n'a pas vu fleurir ça en politique. Ah, et si, et mince, c'est patatras. Et même dans l'actualité de ces derniers jours, on a vu pas mal de relais au travers de différents articles sur une des filles de la famille Le Pen en France, Ouais. sauf qu'elle n'existe pas. On reste un peu sur TikTok avec un phénomène qui passe un peu sur tous les médias, même généralistes, depuis quelques jours. Ce sont les nièces Le Pen, Léna Maréchal, Amandine Le Pen ou Chloé Le Pen. Donc toutes ces femmes, entre guillemets, sont blondes. Elles ont des fortes poitrines et la tronche de Marine Le Pen, en jeune. Mais bon, elles n'existent pas. Ce pas des femmes, elles n'existent pas. Ce sont des deepfakes. Ce sont des TikTokers typiques, de toute façon. Donc elles sont, disons, très dans le physique. Elles postent des vidéos musicales, voilà, où elles mettent leurs atouts en valeur, postent des coiffures, des maquillages, ce que vous voulez, mais avec la tête de Marine Le Pen. Et ça fait le buzz. Ça pourrait être marrant, effectivement, si c'était un détournement comme ça, si c'était fait exprès, comme un détournement, ça serait marrant. Mais le problème, c'est que ce serait évident, ce serait mentionné, mais là, c'est pas le cas du tout. En tout cas, c'est pas présenté comme ça, et c'est pas pris comme ça par l'audience, par le public. Les commentaires montrent que la plupart y croient. Et les comptes distillent des messages qui sont clairement militants, même de manière indirecte. Des comptes qui ont une portée politique donc évidente et voulue. Et bon, du coup, devant l'attention médiatique, certains comptes du coup mentionnent maintenant que ce sont des fakes. Parce que en plus c'est obligé, puisque les deepfakes cachés sont interdits sur TikTok, a priori. Mais bon, c'est des comptes qui sont clairement pas là pour le lol, ce sont des actions politiques, soft, mais claires. Les auteurs s'adaptent au code du média, ils utilisent ce qui marche, c'est-à-dire les filles sexy en gros, et puis ils en jouent pour capter une audience jeune, qui est souvent peu expérimentée, aussi bien en politique qu'en tech d'ailleurs, et qui, pour beaucoup, n'ont pas conscience de l'arnaque. Donc on s'attendait à ce que les fausses images soient utilisées pour les campagnes électorales, et voilà, c'est chose faite, et comme souvent, on est un petit peu surpris par la forme que ça prend. Oh là là, Alors au oui. passage, je me demande où ils sont allés chercher les corps d'ailleurs, parce que Amandine et ses copines, vous avez beau avoir la tête de Marine Le Pen, elles ont des corps de vraies filles, de vraies jeunes filles sexy, qui donc ont vu leur corps, du coup, voler. C'est des tournements de corps. Et ce qui est fou, en fait, c'est que ce phénomène est de plus en plus fréquent, en réalité. On continue d'ailleurs avec les détournements de corps, Guillaume, avec du deepfake à puissance, pas puissance 1000 en fait, mais répandu de manière assez décomplexée. Oui, les tutos YouTube pour créer des influenceuses synthétiques fleurissent sur Internet, donc voilà, bon. Parce que bon, les gros singes génératifs, apparemment, c'est le nouvel Eldorado, on nous promet des revenus mensuels à 4 chiffres, déboursés par des gogos myopes et désespérés qui, voilà, devant ces beautés littéralement irréelles. Mais bon, c'est du boulot. Même ça, il faut trouver un bon modèle de génération d'images, créer des images de corps attrayants et anatomiquement correctes, enfin, en tout cas au niveau des doigts, et une foule de situations réalistes. C'est pas si simple, ça prend du temps. Alors que bon, des photos de filles à gros seins sur Internet, c'est quand même parce qu'il manque, alors pourquoi ne pas en profiter?
C'est ce qui commence à se faire et qui est à demi-mot même encouragé par certains tutos, c'est-à-dire à voler les corps qui vous intéressent, à voler évidemment le contenu finalement qui vous intéresse. Après, il suffit de faire des échanges de visages. Donc il suffit de générer un visage qui vous plaît, ça prend 2 secondes et demie, et ensuite on fait un face swap sur des photos d'actrices de charme qui font leur promo sur OnlyFans ou sur Instagram, et on poste tout ce contenu sur un concurrent comme FanView par exemple. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça marche en vidéo. Donc votre influenceuse, elle peut aussi bouger occasionnellement, ce qui la rendra quand même plus crédible. Et on peut voir la pratique à l'œuvre sur Instagram avec la page par exemple d'Adriana Avellino, qui donc a 94 000 followers et une page FanView avec un abonnement à 5 $ par mois. Voilà, pour mieux la connaître. Donc sur plusieurs photos et vidéos, on peut remonter à la source et aux autres modèles dont le contenu, dont le corps donc, a été volé. Et donc notre exemple, c'était la page désormais bannie de Sophie Sky, apparemment, qui avait 250 000 followers. Donc c'est quand même, ça peut avoir quand même beaucoup de gens, j'ai l'impression. Et beaucoup de gens qui probablement sont pas tous, voire aucun, à aucun moment sont au courant de ce qui se passe. Et il est très très probable que les contenus payants soient explicites et soient aussi du contenu volé et maquillé avec du face swap. Alors c'est des cas qui ont été repérés parce que justement, les contenus volés appartenaient à des créatrices qui étaient très populaires. Donc comme une autre qui s'appelait Black Widow OF, qui a plus de 600 000 followers. Donc bon voilà, quand il y a beaucoup de gens qui la connaissent, ça peut se repérer. Mais imagine que le vol se fasse au dépend d'une actrice qui a 10, 30, 50 fois moins de followers, qui va s'en rendre compte. Donc c'est fort probable qu'en fait ça soit assez répandu. Et il doit y avoir pas mal de performeuses ou d'influenceuses un petit peu partout qui sont en fait des mecs barbus avec une bedaine et un t-shirt Atari. Oh là là. Mais bon, attention, j'ai rien contre les t-shirts Atari, j'en ai un, donc attention. Ah, je savais pas. Mais, comment savoir. Mais en ce moment, donc on est en pleine phase hybride. C'est-à-dire qu'on génère des visages de jeunes filles et une grosse caisse d'images de ces mêmes jeunes filles qui, je peux vous le dire, pour beaucoup trop traîner sur Reddit, peuvent être en train donc de pratiquer n'importe quelle activité. On peut générer maintenant tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Par contre, on est encore un petit peu embêté pour la vidéo. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vole des reels, des clips, des vidéos qu'on maquille pour rendre sa création plus crédible. Bon, ça aura qu'un temps, parce qu'un jour ou l'autre, d'ici, 3 ans, maximum, on pourra tout générer de A à Z. Et du coup, quand on pourra tout générer de A à Z, qu'est-ce qui va se passer pour OnlyFans ou pour Instagram? Pour le monde, donc. Parce que techniquement, en termes d'image, les barbus en t-shirt Atari seront à égalité avec les meufs à gros seins sur Instagram. Et ça, c'est quand même assez singulier comme période historique. C'est vraiment étonnant. Comment OnlyFans va évoluer? Est-ce qu'il va imploser sous la déferlante de bonasses synthétiques? Comment les clients, donc les gens qui donnent, qui supportent leurs petites préférées, comment ils vont réagir, ces gens-là? Comment gérer le doute? Le doute que ça soit une vraie fille ou un barbu derrière. Tu peux pas savoir comment tu fais. Comment un créateur de contenu va même pouvoir prouver qu'il est réel? Et ça vaut aussi, donc ça vaut pour OnlyFans, ça vaut pour Instagram, n'importe qui pourra créer un profil typique Instagram. Une fille de 20 ans, glamour, vacances à Gibraltar, hôtel 4 étoiles, routine fitness. Bon, je sais qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de chats qui font des conneries et de gens qui dessinent un timelapse sur Instagram, mais voilà, tu vois, comment tu vas savoir en fait ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai? Mais d'ailleurs, voilà, tous ces trucs, les IA l'auront vu les milliers de fois, donc il y aura une explosion de contenu et peut-être une implosion des plateformes. Je retiens dans ce que tu nous expliques, Guillaume, effectivement, l'enjeu que va représenter le fait de prouver qu'on est réel. Parce que, bon, évidemment, ça va pullulé dans le faux, mais comment tu vas prouver qu'il est réel? Ça me fait penser à une évolution de la manière dont Google gère la titularité des points d'intérêt sur Google Maps. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec des évolutions de la réglementation, c'est des évolutions de leur côté, ou peut-être un mélange des deux, mais désormais, pour prouver que tu détiens un point d'intérêt, il faut te balader devant le lieu que tu revendiques, le filmer, non-stop filmer l'adresse, filmer que tu rentres dedans, filmer l'intérieur, filmer le fait que tu arrives à accéder à genre une porte qui est fermée à clé, etc. Enfin, tu vois, tu dois faire des circonvolutions dans la réalité que tu filmes. Et ça tend à prouver à Google aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, que tu en es bien le propriétaire, le titulaire et que tu es légitime pour le revendiquer sur Google Maps et donc le gérer et puis valider les horaires, les lieux, etc. Mais effectivement, dans le cas d'une personne, c'est tellement simple aujourd'hui, et ça le sera peut-être demain pour les lieux, comme je viens de le décrire, mais c'est tellement simple aujourd'hui pour trafiquer la vidéo qui est envoyée
qu'en fait, ça va devenir véritablement un enjeu de certification. Pendant qu'on parle de la certification des personnes, hein, pour accéder, il y a des tests qui vont être menés là, pour mettre en application. Vous savez, on vous en a parlé régulièrement. Ça ne parle pas d'IA, hein, mais Oui. pour les sites... Oui. C'est une pour les sites, consultation pardon. pour la carte bleue. Pour utiliser la carte bleue comme un moyen d'authentifier, avec des très gros guillemets, le fait que ce sont des personnes majeures. Évidemment, il y a énormément de limites sur lesquelles on ne va pas revenir. On en reparlera en temps et en heure. On termine quand même cet épisode et cette rubrique, Guillaume, avec de la génération de vidéos pro, hein, désormais, on peut le dire comme ça, pro. Obligé, puisqu'on parle de génération vidéo, il faut forcément mentionner Adobe, qui est clairement en train de travailler sur le projet et qui vient d'annoncer donc des fonctions génératives dans Adobe Premiere Pro, puisqu'en fait ça va intégrer une version de Firefly, ils appellent tout Firefly, hein, donc il va passer à la vidéo, donc la vidéo générative, mais pour juste donc avoir des fonctions qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a sur les photos, c'est-à-dire capable de virer des éléments du décor comme un panneau, tu vois, bon évidemment après t'as le trou, donc il complète ce qui a le trou. Il peut détecter des objets, il peut les changer aussi. Voilà, dans la démo, on montre une valise pleine de diamants, puis on modifie ce truc-là pour qu'il y ait beaucoup plus de diamants. On peut changer les vêtements, on peut même faire des raccords, c'est-à-dire qu'on peut rajouter 1 ou 2 secondes de vidéo s'il y a des petits trous. En bout de rush, tu rajoutes 1 seconde de vidéo, et voilà, c'est quelques secondes qui sont donc complètement synthétiques. Et donc évidemment, ça bouge pas énormément, tu vois, c'est vraiment pour boucher des trous, mais voilà, c'est déjà ça. Et là, on a droit à une surprise, parce que si Firefly peut le faire, donc voilà, l'IA d'Adobe, eh bien, Premiere Pro va aussi travailler avec d'autres prestataires de génération vidéo comme Picalabs ou Sora. Donc on voit un segment qui est complété par Picalabs au lieu de l'être par Firefly. Et puis on voit même carrément un nouveau clip généré par Sora pour compléter une séquence. Alors dans la démo, il y a un mec du genre mafieux, voilà, qui regarde par une fenêtre sur un building, enfin voilà, il regarde par la fenêtre, et on utilise Sora directement à l'intérieur de Premiere Pro, on appelle Sora directement, qui va générer un plan d'ensemble des buildings de nuit qu'il est censé regarder, quoi, voilà, quoi, qui est des trucs qui n'ont jamais été filmés. Donc concrètement, donc, on a droit en fait à du Generative Fill, qui est un équivalent de cette super gomme magique, hein, de Google, qui passe à la vidéo, donc c'est un début qui est relativement modeste, hein, et un petit peu de génération à 100%. Alors pour boucher les trous, très court, avec Firefly ou Pika, et dans un futur proche sans doute, Sora pourra quant à lui tout créer de zéro, pourra créer des choses beaucoup plus complexes à partir de zéro. Alors, la collaboration avec OpenAI, c'est un petit peu une surprise quand même, puisque Firefly Vidéo, voilà, on s'attendait à ce que Adobe soit un petit peu autonome là-dessus. Apparemment, Firefly Vidéo n'est pas encore prêt pour concurrencer Sora, hein, mais on imagine que c'est quand même l'ambition finale d'Adobe. C'est étayé aussi par le fait qu'il est en train d'amasser des données, beaucoup de données apparemment là-dessus, hein. Selon Bloomberg, il sera en train d'acheter jusqu'à $120 des vidéos de gens faisant des trucs. Et des trucs un petit peu tout, quoi. Des actions, des émotions, des tâches quotidiennes, un petit peu tout, pour donner à manger à son IA. Donc pour une centaine de clips, tu peux être payé entre $2,60 et $7,25 la minute. Alors, c'est vrai que c'est du désespoir, hein. Payer des gens pour se filmer en train de rigoler ou de faire la vaisselle ou de polir des poignées de porte, c'est que vraiment, t'es en déj de données, quoi. Mais c'est le cas. C'est le cas. Tout le monde est en déj de données. En plus, Adobe se fait fort de créer des IA éthiques. C'est pas parce qu'elles ne peuvent pas remplacer des artistes, hein, mais parce qu'elles n'utilisent pas de contenu protégé par copyright. Donc juste leur propre source, hein, donc tout serait clean et légal. Il peut y avoir des ratés, hein, puisqu'on vient d'apprendre que des centaines d'images produites par Midjourney ont quand même été utilisées par le générateur Firefly pendant l'entraînement. Ça représenterait 5% parmi les millions d'exemples utilisés donc voilà, pour Firefly version photo. Il y a eu un petit peu de Midjourney dedans. Mais bon, ça aurait fait partie de la bibliothèque Adobe Stock. D'après eux, donc il n'y aura pas de problème, ni légal, ni de modération. Mais c'est sûr que bon, voilà, Adobe ne veut pas s'aliéner les artistes, évidemment, mais il faut rester compétitif et offrir des fonctions très avancées. Il faut bien justifier le prix de Creative Cloud quand même. Donc avoir une assez grosse masse de données 100% bio, ça pose un souci probablement encore bien plus grand pour la vidéo que pour les images. Et d'ailleurs, Sora lui-même a certainement été entraîné sur des masses énormes de vidéos qui ont ou n'ont pas été prises sur YouTube. On n'en sait rien. D'ailleurs, Mira Murati elle-même n'en sait rien du tout, n'est-ce pas? Elle n'a aucune idée. Donc YouTube fait les gros yeux, hein. Cette histoire n'est pas terminée, mais du coup, où choper des millions d'heures de vidéos de bonne qualité, c'est pas évident, et on en arrive à un moment, si tu veux, où les boîtes IA payent des gens pour créer de la donnée brute. On avait commencé à dessiner un avenir où la qualité de la donnée disponible, en plus, allait s'empirer avec justement le contenu généré par intelligence artificielle. Un cercle vicieux qui n'est pas forcément hyper réjouissant, mais qu'on constate doucement mais sûrement. Avec l'évolution des IA j'y arrive plus, des intelligences artificielles génératives. Merci, allez, on passe à la dernière rubrique.
de cet épisode, Guillaume, pour quelques petites micro-infos dans le domaine du jeu vidéo, avec décidément Intel qui n'est pas en odeur de sainteté auprès des gamers, et c'est pas ces infos-là qui vont redorer leur image. Les jeux, les derniers jeux, là, ce serait trop chaud sur les i9, là. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Écoute, il semblerait qu'Intel ait un problème avec certains Core i9 et i7, en particulier les i9 13900K et 14900K. Il se pourrait que les 13007 et les 14007 aussi soient concernés. Alors, c'est des processeurs puissants, mais surtout, c'est des processeurs qui consomment beaucoup, qui chauffent aussi pas mal. C'est les jeux qui chauffent le plus. Alors, hasard ou coïncidence, Intel n'a pas officiellement dit quel était le problème, mais Epic, lui, a une idée. C'est que ça chauffe trop, tout simplement. Donc, il conseille de brider le processeur via le BIOS ou via l'utilitaire Intel, XTU. Ça serait pas si étonnant, puisque sous réserve d'un refroidissement suffisant, la plupart des BIOS autorisent les puces, et en particulier les puces K, à consommer sans aucune limite. Ce qui est un peu idiot, faut le dire. Intel se fait mousser en criant à qui veulent entendre qu'ils ont les meilleures puces pour le gaming, que ils ont les CPU les plus rapides du monde. Mais ils gagnent quelques pourcents en consommant toujours beaucoup plus, c'est quand même pas très sérieux, quoi. C'est pas parce que vous consommez un tiers de plus que le processeur va un tiers plus vite. Il y a une zone où c'est à peu près comme ça, mais après, l'efficacité énergétique, c'est pas la même sur toutes les gammes de fréquences et de consommation. Plus vous montez, au moins vous êtes efficace énergétiquement. La palme, d'ailleurs, c'est les derniers 14900 KS qui gagnent 2% de performance en consommant de manière totalement disproportionnée, puis ils consomment 30% de plus qu'un K pour 2% de perf en plus. Alors, c'est pas encore sûr à 100% que ce soit le problème, cela dit. Si c'est ça, c'est assez facile à résoudre. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ce sera bien quand même qu'Intel se calme un peu sur les K et les KS, parce que peut-être que les soucis des 14009, là, c'est peut-être un signe. Ça va peut-être trop loin. La PlayStation 5 Pro et ses rumeurs se rapprochent et se multiplient. Oui, mais c'est plus vraiment des rumeurs. Je crois que c'est un peu plié. La PlayStation 5 Pro arrive, les devs ont été signifiés de rendre leur titre compatible et de faire leur possible pour utiliser à fond du ray tracing et passer en 60 FPS 4K pour avoir le macaron. Le macaron PlayStation 5 Enhanced. Voilà, c'est comme ça que ça va être écrit probablement. Les fuites sur les caractéristiques techniques qu'on avait données il y a quelques temps sont pour la plupart correctes en réalité. Donc on va résumer. C'est 45% de puissance en plus pour le GPU avec une meilleure performance en ray tracing, 28% de bande passante mémoire en plus, 10% de puissance CPU en plus, mais attention, si vous choisissez de faire tourner votre CPU à une fréquence incroyable de 3,85 GHz au lieu de 3,5, comme sur une PlayStation 5 de pouilleux, il faudra faire une petite concession sur la puissance graphique pour rester dans le budget thermique. Les devs pourront aussi utiliser un petit peu plus de mémoire, donc la mémoire reste à 16 Go, ils sont autorisés à utiliser en gros 1 Go de mieux, auparavant qui est réservé, j'imagine, pour le système. Et surtout, la PlayStation 5 Pro bénéficiera de son propre DLSS à elle, avec le Spectral Super Resolution, qui serait propulsé par une unité de machine learning maison, a priori, qui afficherait 300 teraops en précision 8 bits. Alors le Spectral truc coûtera dans les 250 mégaoctets de RAM, donc ça va, et ça mettrait du coup, avec cette nouvelle puce maison, 2 millisecondes à faire passer une image en 2080p en 4K. Donc autant dire que ça se sentira pas du tout, même en 60 FPS, et même pas à 120. Et ça supporte le HDR, bien évidemment. Donc en gros, la PlayStation 5 Pro pourrait vous permettre de ne plus faire de compromis. Le compromis, c'est un petit peu la grande nouvelle feature de cette génération, c'est-à-dire que tu as des réglages de qualité comme sur les PC maintenant, sur les jeux consoles. Alors aujourd'hui, et même sur console, donc tu dois choisir ton poison, un jeu super fluide ou un jeu super beau. Mais c'est déjà un peu le cas quand même, sur plein de jeux aujourd'hui. Oui, justement. Mais justement, la PlayStation ah oui, justement, il n'y aura plus à les faire. Okay, donne un espoir qu'on puisse avoir les deux. Un jeu super beau et super fluide. J'y crois pas. À quel prix, par contre, c'est pas précisé. Et en plus, tu crois pas. Ça, je sais pas. Non, mais j'y crois pas parce qu'à partir du moment où il y a plus de puissance, oui, tu me diras cette espèce de DLSS maison change un petit peu la donne, effectivement. Mais normalement, à partir du moment où tu as plus de puissance, soit il y a la possibilité d'augmenter la fréquence, soit la qualité d'image. Oui, les jeux PlayStation 5 Pro, les jeux PlayStation 5, donc, on utilise déjà beaucoup FSR 2. Et parce qu'ils se reposent beaucoup dessus, la plupart sont pas du tout rendus en 4K, ils sont rendus parfois beaucoup moins. Et des fois, ça se voit un peu quand même. Donc je pense qu'un DLSS, ça pourrait, enfin DLSS ou un équivalent DLSS, ça pourrait faire quand même beaucoup de bien à la propreté générale des images et à la fluidité aussi du coup. Donc ça pourrait être pas mal. Est-ce que ça va suffire pour que les gens changent de console? Ça, je sais pas. Mais on verra les prix. En tout cas,
ça justifierait la petite appellation pro, quoi, puisqu'on sentirait bien que ça ne te permettrait pas une expérience complètement différente, mais qui irait quand Pas même du plus tout. loin. Écoute, Mm. ce serait cohérent. Allez, on termine avec décidément les remous dans le monde des émulateurs qui cherchent à marcher sur les plates-bandes. Hein. On va pas se mentir de Nintendo avec la Switch. C'est Suyu, hein, le successeur de Yuzu. Et oui, on parle encore de Yuzu, enfin du coup donc de son avatar Suyu. Alors l'émulateur Switch Yuzu s'est retrouvé sous le feu thermonucléaire de Nintendo. Donc il y a eu un accord, Yuzu a disparu, mais comme il était open source, à l'exception de portions de code qui étaient des clés, enfin qui contenaient des clés ou des trucs un petit peu trop radioactifs, Yuzu a été forqué en Suyu. On rappelle qu'un émulateur en tant que tel et qui ne contient pas de code protégé, hein, c'est légal. Donc s'il ne contient pas le firmware, les BIOS que vous voulez, c'est légal. Et donc Suyu, il était légal a priori, et il avait un Discord, et le Discord s'est fait virer par Discord. Enfin, le serveur Discord donc s'est fait virer par Discord. Sous un obscur prétexte de DMCA, donc de violation de copyright, sauf que pour l'instant, les modérateurs eux-mêmes savent pas de quoi il s'agit, savent pas vraiment pourquoi ils se sont fait virer, mais bon, ils se sont fait virer. Après, il est tout à fait possible que des utilisateurs essaient de s'échanger des clés ou des contenus protégés, parce que bon, on sait bien à quoi servait Yuzu, hein, pas non plus exagérer. Bon, c'est pas clair, mais la réaction de Discord est quand même assez extrême, parce qu'en général, tu vires des gens, puis tu donnes des avertissements, tout ça, là, bon, tu dégages directement le serveur, c'est quand même vraiment extrême. Comme ça, d'un coup, c'est excessif, même. Et ça montre à quel point Yuzu est radioactif. Vraiment, et à quel point Nintendo fait peur, quoi, tout simplement. Et sous ces airs sympas et débonnaires, là, le papa de Mario, il est terrifiant, en fait. Hein, il a envoyé aussi, d'ailleurs, 27 demandes pour dégager 27 forks pour des outils connexes de déchiffrage, de déchiffrement, voilà, des clés sur la Switch. Donc il est terrifiant, et la communauté open source, elle est résiliente. Hein. On verra bien, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que l'émulation Switch, elle fait profil bas. Ouais, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ont gagné un petit peu leur combat. Et je pense peut-être même pour un petit moment, tant mieux pour eux, quelque part, sur le plan légal, si jamais il y avait des abus. Et puis, on va pas reparler des enjeux de l'émulation, on en a déjà longuement parlé, au travers notamment de la conservation des jeux vidéo. Mais ce n'était pas forcément le cœur du sujet. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode très orienté Google, très orienté musique, mais pour notre plus grand plaisir. On espère que vous allez faire vos propres créations avec l'outil dont vous a parlé Guillaume, avec Udio, qui de toute façon a fait le buzz dans l'actualité. Vous avez donc la playlist des créations de Guillaume Podjaspala dans les notes de l'épisode. Vous nous direz aussi quel titre il a généré vous préférez, mais encore une fois, partagez-nous vos créations, peut-être sur le serveur Discord. Ce serait assez rigolo de le faire. Il y a d'ailleurs une rubrique sur l'intelligence artificielle générative sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Merci aussi beaucoup à vous qui écoutez cet épisode et qui êtes peut-être allé jusqu'au bout de l'écoute de ce podcast, de venir nous évaluer ou de venir nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez le faire d'ailleurs pendant que vous finissez d'écouter l'épisode. Vous pouvez lancer votre navigateur, saisir l'adresse et puis vous inscrire. Ça va vous prendre 3 minutes et puis vous aurez la satisfaction d'avoir soutenu durablement le podcast que vous écoutez depuis maintenant si longtemps. Et puis, de toute façon, soyez rassurés, vous pouvez toujours nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ? Ouais, écoute, moi je suis en train de réfléchir à un nom pour mon label, déjà, de base. Ah bah oui. Ah oui, un label qui s'ils sera ont des suggestions, les auditeurs. Ouais, ce sera un label qui sera spécialisé dans les chants grégoriens à la gloire de Linux. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je crois que c'est une niche qui n'est pas occupée, donc... tu serais surpris, peut-être. Et peut-être même parmi nos auditeurs, on serait surpris. Bon, écoute, merci Guillaume. On t'encourage avec ton label. Si tu fais un financement participatif, tu sais qu'on peut faire carrément un... Mais tu sais que maintenant, avec Udio, n'empêche qu'avec Gemini, Udio et du RVC, tu peux carrément faire un album en réalité, parce que si tu peux maquiller la voix en une voix que tu choisis pour un chanteur virtuel, et effectivement, tu fais un album complet. Hein. Ah bah écoute, je sais pas si j'ai envie de me lancer là-dedans. Écoute, mais je peux te faire chanter si tu veux. Est-ce que j'ai envie ? Je sais pas. Oui, j'ai la curiosité pour Guillaume. Oh, tu me fais peur. Merci, moi je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez... Les gens voient des covers avec ta voix. Vous me retrouverez en tête des charts sur Spotify la semaine prochaine. Mais en attendant, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Guillaume Vendée. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.
buzzing with the future you can see. Na 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 na. From robots that clean to AIs that rhyme, we'll break it down bite size, one question at a time. Processors that purr, supercomputers that hum. The magic of the digital, where the future's already begun. We'll talk terabytes and gigabytes, explain the cloud with ease. No tech terms too tricky, we'll set your worries at ease. Tech Cafe, steaming hot and full of glee. Got your circuits buzzing with the future you can see. From robots that clean to AIs that rhyme, we'll break it down bite-sized, one question at a time. So plug in your headphones and open up your mind. Open up your mind. The world of technology is about to unwind. We'll explore the possibilities, the what ifs and the whys. The future's in our fingertips, reaching for the skies. Tech Cafe, where the bits and bytes all play. We'll take your brain on a journey in a fun and funky way. From processors to robots, AIs taking flight. We break it down, keep it light, make learning feel so right. Tech Cafe, yeah, that's the place to be. Learning, laughing, feeling free in the world of technology.